Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Bonjour. J'ai divisé ce cours en 2 chapitres. Le premier chapitre s'intitule L'apothicaire, la boutique des remèdes et la corporation. Nous verrons comment la pharmacie s'est professionnalisée en tant que discipline. Cette partie recouvre chronologiquement la période antique où la pharmacie n'est pas isolable de la pratique médicale, puis se concentrera sur le monde arabo-musulman où l'on assiste à une individualisation de la pharmacie. Ensuite, nous verrons le Moyen-Âge et la Renaissance. Le chapitre 2 s'intitule Profession pharmacien, l'officine, le préparatoire et le laboratoire. Cette période débutant au lendemain de la Révolution de 89 va configurer la pharmacie moderne. Nous la terminerons avec l'industrialisation du médicament, qui fait passer la pharmacie de l'art de préparer à la technique et à la science du médicament. Ces 2 chapitres seront suivis d'une conclusion sur le plan épistémologique et sociologique, suivi d'une courte bibliographie et d'un mode d'emploi du cours. Chapitre 1. Distinguons 2 périodes chronologiques principales. Une période allant de l'Antiquité au Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire la fin du premier millénaire de l'ère actuelle. Puis, tout au long du Moyen-Âge et de la Renaissance, au cours duquel la pharmacie s'individualise autour du métier d'apothicaire, avec l'amorce de la professionnalisation de l'exercice de la pharmacie. Nous ne savons pas grand-chose des conditions sanitaires des premiers peuplements de l'Europe, il y a quelques milliers d'années, ou plus, en raison du peu de matériel archéologique. Vers 8500 avant notre ère, un changement climatique entraîne des modifications botaniques et zoologiques qui, avec la sédentarisation de l'homme au néolithique, ont eu des conséquences alimentaires et médicales déterminantes. Les populations européennes font connaissance avec de nouvelles flores et accumulent, au travers de hasards heureux ou malheureux, accumulent des connaissances sur les qualités nutritives, mais aussi les vertus toxiques ou médicinales des plantes qui les environnent. Ces changements ont 2 conséquences. Une évolution du tableau des maladies prédominantes, c'est-à-dire de la pathocénose, l'émergence concomitante de tentatives thérapeutiques ou de l'art de guérir. Évolution de la pathocénose. La sédentarisation des populations et le développement parallèle de l'agriculture ont pour effet de modifier l'alimentation, ce que l'on objective par l'apparition de caries dentaires, du fait d'une alimentation en céréales, riche en sucre, avec une usure prématurée de la dentition. On observe également des traces de parasitose liées à la consommation d'aliments d'origine animale. Autre effet, celui de rapprocher les animaux et les humains avec l'élevage et la domestication. Certaines maladies infectieuses animales vont se transmettre à l'homme par franchissement de la barrière d'espèces. Le bacille de la tuberculose, à l'origine bovine, observé dans les prélèvements paléopathologiques autour de 7000 ans, la rougeole, virus d'origine canine, ou la variole, qui est passée du chameau à l'homme. De plus, la sédentarisation entraîne l'accumulation et la concentration de déchets, donc de germes et de parasites autour des habitations, l'élevage et la présence d'animaux favorisant les zoonoses et le parasitisme. Enfin, autre conséquence, celle de transformer l'organisation sociale des peuplements de sociétés de cueilleurs-chasseurs à celle de peuplements plus denses et moins nomades, pouvant entraîner des rivalités et des concurrences territoriales. On observe à partir du néolithique, avec les données de la pathologie, une augmentation des traces de traumatisme crânien, de fractures provoquées, vraisemblablement par des combats ou des violences belliqueuses, et également une traumatologie de la vie courante, avec par exemple des fractures bénignes ou des marques de la sédentarité, en particulier les arthropathies chroniques. Pour illustrer ces modifications progressives de la pathocénose, voyons ces 3 clichés. Celui d'une mâchoire d'un fossile humain d'Afrique centrale, présentant de nombreuses caries dentaires, des vertèbres fossilisées, montrant des traces de destruction de la masse osseuse due à la tuberculose, et celui d'une amputation humérale post-traumatique. On peut résumer les principales pathologies dont devaient souffrir les populations du néolithique avec ce tableau. Les maladies infectieuses ont une part prépondérante et croissante, avec parallèlement et au fil des générations, une adaptation immunitaire à cette coévolution homme, germe, vecteur. De façon concomitante à ces évolutions de la pathologie, la thérapeutique et l'art de la guérison ont dû émerger. L'analyse des squelettes et des aires de développement nous montre que les populations préhistoriques tentaient de soulager la souffrance ou la maladie. L'homme du néolithique savait cautériser des plaies, extraire des corps étrangers, immobiliser les membres fracturés, réduire les luxations.
Il pratiquait des trépanations décompressives. Les clichés présentés sur cette diapo nous montrent l'amputation d'un humérus et la trépanation cicatrisée d'un crâne. De nombreux indices nous permettent de penser que ces populations employaient certaines parties des végétaux pour préparer des décoctions végétales, valériane, camomille, ou de la résine de pavot, qu'ils savaient utiliser les glandes surrénales animales, riches en adrénaline, pour soigner les blessures. Pour simplifier l'approche et la perception que pouvait avoir l'homme de sa maladie, on pourrait affirmer que dans la pensée primitive, on ne distingue pas clairement la cause d'un phénomène du phénomène lui-même. La maladie est identifiée à un corps étranger qui a pénétré de l'extérieur comme un parasite ou qui habite et possède le corps du malade. Dans tous les cas, que ce soit la personnification via le corps étranger ou que ce soit une possession, par exemple démoniaque ou maléfique, il faut l'extirper, il faut le chasser. On le fait par trépanation, de façon analogue à la pratique de l'extraction de la pierre de folie chez les malades mentaux, pratique qui perdurera tout au long du Moyen-Âge. On en voit ici une représentation. Les manœuvres de succion, de purgation ou de vomissement, en utilisant des substances végétales, ont semble-t-il été utilisées. On voit ainsi, derrière ces approches de la maladie, définies comme archaïques ou primitives, une évidente stratégie thérapeutique, premiers éléments de l'art de guérir, mêlant indistinctement magie et religion. L'art de guérir dans les sociétés de l'Antiquité. L'Antiquité, avec en particulier le développement de l'écriture, qui nous laisse de nombreux témoignages, ne fera qu'approfondir et conceptualiser la maladie et les stratégies thérapeutiques. Avec l'écrit, les tablettes d'argile, les rouleaux de papyrus, les connaissances acquises sont conservées et transmises de génération en génération. Vers la première moitié du IIIe millénaire coexistent en Mésopotamie une médecine empirique et une médecine magique. Le guérisseur-thérapeute, une fois la nature du mal identifiée, souvent considérée comme un châtiment divin, consulte l'oracle et utilise des préparations et recettes thérapeutiques. Certaines de ces recettes, la connaissance des drogues et les interventions des guérisseurs, sont petit à petit collectées et codifiées. Ces recueils constituent les ébauches de pharmacopée. Elles répertorient, sur des supports matériels divers, comme nous le montre cette tablette de l'époque sumérienne, elles répertorient des recettes à base de plantes, de minéraux ou d'éléments d'origine animale. Les voies d'administration du remède se diversifient et évoluent avec les changements des techniques, avec la confection de formes pharmaceutiques, comme le sont les potions, les lavements, les lotions, les pommades ou les cataplasmes. On retrouvera plus tard ce même souci de codification en Égypte ancienne, avec l'exemple du papyrus d'Hébers. Ce document, retrouvé à Thèbes et provenant probablement d'une école de médecine, évoque des recettes pharmaceutiques avec des remèdes pour soigner les blessures, brûlures, piqûres ou morsures de la vie quotidienne. Pour illustrer le début de la maîtrise de la mise en forme pharmaceutique, on a le cas de la formulation d'un fard à paupières en Égypte. Outre le but esthétique de maquillage pour souligner les yeux, il avait des vertus préventives contre les ophtalmies. Le chlorure de plomb, présent à très faible dose, protégeait contre les infections oculaires fréquentes en milieu chaud et humide. On le voit, la bonne recette, le bon dosage se sont vraisemblablement établis au fil du temps et de façon empirique. L'Antiquité grecque, la médecine hippocratique. Un pas important de la pensée médicale est franchi avec celui opéré par les Grecs. C'est l'intégration de la maladie dans l'ordre de la nature, c'est celui de la laïcisation de la médecine. Le médecin sort des temples et la philosophie naturelle rejette les explications mythologiques données aux maux et à la maladie de l'homme. La maladie devient un simple objet de connaissance faisant partie de la nature. On le voit en particulier avec Hippocrate quand il énonce que l'épilepsie n'est pas une maladie plus sacrée que les autres. Elle a une cause naturelle et sa nature prétendument divine n'est due qu'à l'ignorance des hommes. Chaque maladie a sa propre nature et provient de causes externes. Ainsi est établie une distinction entre la cause d'un phénomène et le phénomène lui-même. C'est une représentation rationaliste et naturaliste de la maladie, même si surnage toujours le caractère magico-religieux du mal. Les aphorismes d'Hippocrate rassemblent l'essentiel des préceptes de la médecine hippocratique, et selon ce corpus, la maladie est l'expression d'un trouble des humeurs, ce que l'on résume sous le nom de pathologie humorale. Avec la théorie des humeurs, Hippocrate pose que le corps humain renferme du sang, du flegme, de la bile jaune et de la bile noire. Voilà ce qui constitue la nature du corps, voilà ce qui est la cause de la maladie ou de la santé. Ainsi, avec Hippocrate, il y a maladie quand survient un déséquilibre entre les humeurs. La maladie n'est plus une fatalité d'origine divine, mais un phénomène naturel. La guérison passe alors par le rétablissement des humeurs en un ensemble équilibré. C'est dans les ressorts cachés de la nature que se retrouvent les ressorts de la guérison.
ce qu'Hippocrate appelait la natura medicatrix, le médecin n'étant là que pour aider la nature dans le retour à l'équilibre. Les remèdes, quand ils sont nécessaires, s'intègrent dans le cadre d'une thérapeutique par les contraires. Ce sont les bains, chauds ou froids, selon qu'il faut réchauffer ou refroidir le corps, les saignées, qui éliminent l'excès de sang, les cholagogues, qui éliminent l'excès de bile, les diurétiques, qui éliminent l'excès d'humidité, les purgatifs, les laxatifs, les sudorifiques, et puis le régime alimentaire, et le plus souvent la diète. L'Antiquité gréco-romaine. Le médecin Galien va relier chaque humeur à un organe particulier. Il fait correspondre aux 4 humeurs, 4 tempéraments, sorte de classification physiologique en 4 profils. Le sanguin, le phlegmatique, le mélancolique et le colérique. Il s'agit pour le médecin de reconnaître le déséquilibre du tempérament du patient, et c'est par l'analyse de tous ces facteurs que l'on pourra établir une thérapeutique adaptée. Galien systématise une sorte de grille d'analyse de la maladie en liant non seulement chaque humeur à un élément, les 4 éléments d'Aristote, mais aussi à un organe particulier, à un tempérament et à une qualité. C'est ce que résume le tableau de correspondance présenté dans cette diapo. Cette représentation est une véritable grille de lecture physiologique, grille qui prédominera jusqu'au milieu du XIXe siècle. Alors qu'avec Hippocrate, la maladie est un combat mené par le corps, naturellement enclin à la santé, avec Galien, la maladie est vue comme un dysfonctionnement des organes. Ce changement de perspective place la médecine et la thérapeutique dans une nouvelle position, plus simplement expectative, mais beaucoup plus interventionniste. Outre Galien, mentionnons le médecin grec Dioscoride par son travail de compilation. L'ouvrage de botanique médicale nommé De Materia Medica ou Matière médicale. C'est un herbier. Répertoire alphabétique constitué de 5 livres avec plus de 600 monographies de plantes, nommées par leur nom usuel et les synonymes, comportant une description botanique succincte, les modalités de conservation, le mode de préparation et les vertus médicinales supposées. À côté des plantes simples, drogues naturelles végétales, minérales ou animales, on trouve également des essences et des mélanges connus pour leurs propriétés médicinales. L'ouvrage de Dioscoride, traduit, copié, commenté et modifié par de multiples auteurs, sera une référence pendant près de 15 siècles. Dioscoride est également resté dans l'histoire des sciences par le développement de la théorie des signatures des plantes. Certains sont simples. Une plante ou un minéral, de par leur forme ou leur couleur, semble naturellement destiné à soigner une maladie. Il y aurait, selon cette théorie, une relation ou une analogie entre la forme des plantes et les maladies qu'elles sont censées guérir. La racine de garance, de couleur rouge, est prescrite pour arrêter les menstrues. La kélidoine, avec son suc jaune, rappelant la bile, sera employée notamment comme cholagogue et cholérétique. Cette doctrine, d'apparence simpliste et naïve, peut prêter à sourire. Retenons seulement qu'une partie de la phytothérapie pratiquée de nos jours y fait toujours plus ou moins référence. Ce que l'on retiendra de ces 2 figures de l'époque romaine, Galien et Dioscoride, c'est que l'un comme l'autre ont eu une approche systématique de la thérapeutique médicamenteuse, avec l'ébauche par Dioscoride d'une véritable pharmacopée. Quant à Galien, outre sa réinterprétation d'Hippocrate, il mit au point et améliora de nombreuses formes pharmaceutiques, d'où le nom de pharmacie galénique donné plus tard à l'art de préparer les remèdes à partir des simples. L'Antiquité gréco-romaine. Durant la période gréco-romaine, le médecin est à la fois homme de science, philosophe et praticien. Galien était un médecin des gladiateurs, et c'est parfois lui qui prépare les remèdes. Mais autour de cet exercice gravitent de nombreux acteurs. Les servi medici, qui sont des praticiens esclaves, les rhizotomies, les herbaries, coupeurs-cueilleurs et vendeurs de racines et de plantes simples, les aromatarii, parfumeurs épiciers, les pharmacopoles, vendeurs, bonimenteurs ambulants de remèdes, préparés et parfois composés par eux-mêmes, les sagae, sages-femmes, et les vendeurs de substances toxiques. L'abondance de ces petits métiers pharmaceutiques montre bien que dans le monde gréco-romain, on ne pouvait pas identifier une profession pharmaceutique individualisée, en dehors du médecin, véritable pro-pharmacien avant la lettre. L'art de guérir dans les sociétés arabo-musulmanes. Avec la chute de l'Empire romain d'Occident au Ve siècle, la pensée médicale occidentale, représentée par les icônes que sont Hippocrate et Galien, va rentrer dans une période de léthargie et d'immobilisme. L'instabilité politique, les invasions barbares n'étant pas propices à une vie intellectuelle structurée et ouverte, la médecine va osciller entre un confinement dans les monastères et les couvents, qui conservent des copies des textes anciens latins,
et une pratique quotidienne plus ou moins dominée par le culte des reliques. Ce n'est pas le cas des Arabes. La culture arabo-musulmane est assise sur des pays fédérés autour de la péninsule arabique. Ce sera une ère culturelle dynamique, unie par la langue arabe. L'arabe, comme le latin au Moyen-Âge occidental ou l'anglais de nos jours, devient la lingua franca commune des milieux scientifiques cosmopolites. Cette longue période est caractérisée par son ouverture à l'extérieur, son appropriation et l'approfondissement des savoirs gréco-romains. L'empire arabo-musulman est un lieu d'interface et d'échange entre des cultures aussi variées que sont celles de Perse, de l'Indus ou de l'Orient chrétien. C'est également un lieu d'appropriation du savoir savant par la centralisation d'ouvrages classiques dans les bibliothèques, ceux d'Hippocrate, de Galien, Dioscoride, ceux d'Aristote, d'Euclide, etc. Ils sont traduits en arabe directement ou via des lettrés syriaques ou juifs à partir de manuscrits byzantins. Au-delà d'un simple phénomène d'appropriation des savoirs antérieurs, il y a assimilation et simplification de la pensée d'Hippocrate et de Galien, la rendant plus proche et plus appropriée à la pratique quotidienne. C'est enfin un lieu de production de nouveaux savoirs, notamment en médecine et pharmacie, avec le développement d'un corpus alchimique qui servira de soubassement à l'alchimie du Moyen-Âge occidental. L'institution hospitalière et la pharmacie. À Bagdad, une profession pharmaceutique spécialisée dans la fabrication et la délivrance des remèdes s'individualise à l'intérieur de l'hôpital. L'hôpital, le bimaristan, est déjà une institution de soins à part entière, alors que dans le monde chrétien, ce sera beaucoup plus tardif. Ainsi, l'hôpital Nour al-Din de Damas comporte plusieurs secteurs spécialisés, celui consacré à la chirurgie, à l'ophtalmologie, aux maladies internes ou aux maladies mentales, et le médecin y fait de la clinique au lit du malade, accompagné d'un élève en apprentissage. Il y prescrit des remèdes que va composer et préparer la pharmacie. À l'intérieur des hôpitaux, la pharmacie occupe généralement une aile du bimaristan, avec un local réservé au stockage des simples et une pièce où l'on prépare et dispense différentes formes de remèdes confectionnés à partir des simples issus de la materia medica. Cette réalité constitue de fait la toute première séparation de la médecine et de la pharmacie, jusqu'alors enchevêtrées et confondues. C'est Rhazès, médecin d'origine persane, qui, outre un important traité sur la variole et la rougeole, est le premier qui contribue à singulariser la pharmacie en tant que métier spécifique. Ainsi sont créées, ce que l'on n'observera qu'à partir du bas Moyen-Âge en Occident, des pharmacies hospitalières. Existent également dans les villes, celles de la péninsule arabique, en Perse ou dans le pourtour méditerranéen, des boutiques de pharmacie, les sayadila, dont le commerce est encadré et même soumis à des inspections et des contrôles pour détecter des fraudes possibles sur la qualité des drogues ou leur falsification. Ainsi, un inspecteur arabe du XIIe siècle précisait dans son manuel d'inspection certaines fraudes à rechercher que, leur fraude connue, ils falsifient l'opium égyptien avec du sucre de kélidoine et avec de la gomme arabique. Ces contrôles, outre le risque de falsification, s'expliquent par le caractère ambigu du médicament, à la fois produit bénéfique pour la santé, mais aussi possible poison. La profession pharmaceutique se singularise et se renforce également avec l'apparition des premiers codex, dénommés Grabada, recueil de recettes de préparation de remèdes, ancêtres de nos pharmacopées. Si pour partie la science arabe se nourrit des savoirs des territoires conquis, à l'assimilation fait suite une période de production originale de savoirs. On le voit en médecine-pharmacie avec les esprits encyclopédistes qu'ont été Rhazès, Avicenne ou Averroès. Si Rhazès était un médecin praticien, Avicenne était plus philosophe que praticien. Il est resté influent pendant plusieurs siècles en Occident avec le canon de la médecine, qui sera longtemps l'ouvrage de base de l'enseignement, état des connaissances médicales de l'époque. L'influence persistante d'Avicenne est par exemple illustrée avec le blason de la Société royale de pharmacie britannique. Le caractère novateur de la médecine arabe, qui par les progrès dans la fabrication du verre permet de fabriquer des alambics, se retrouve de façon originale en pharmacologie. Al-Kindi tente de définir un cadre théorique pour mesurer l'activité des remèdes. Le système développé par Al-Kindi, véritable ébauche d'une pharmacologie avant la lettre, s'inspire du concept galénique des humeurs. La quantification de l'activité des simples est ramenée aux 4 qualités fondamentales, chaud, froid, sec, humide, auxquelles sont attribués des degrés allant de 1 à 4, donnant ainsi des qualités différentes aux remèdes.
Cette approche influencera fortement la compréhension de l'activité du médicament tout au long des siècles suivants. Alors, pour clore cette période, on peut, premièrement, sur un plan général, affirmer avec l'historien des sciences Alexandre Coiré que les Arabes ont été les maîtres et les éducateurs de l'Occident latin, et non seulement et simplement, ainsi qu'on le dit trop souvent, intermédiaires entre le monde grec et latin. Les sommes médicales d'un Avicenne, d'un Rhazès deviendront les livres de chevet des médecins occidentaux et seront présents dans les boutiques des apothicaires du Moyen Âge et de la Renaissance. Deuxièmement, sur le plan plus spécifique, à la fin du XIe siècle, on observe que les conditions d'un développement séparé de la médecine et de la pharmacie sont présentes dans le monde arabo-musulman. La spécialisation de la profession pharmaceutique en tant que métier autonome existe. Les outils permettant d'améliorer le savoir-faire, de compiler et préserver les connaissances sont présents avec les herbiers et surtout les antidotaires qui prennent une valeur normative. Les technologies de base permettant de traiter les simples comme matières premières pharmaceutiques ont été développées. L'alambic pour la distillation en est l'exemple type, avec en parallèle l'amorce d'une approche chimique du remède avec les premiers pas de l'alchimie arabe. Le métier d'apothicaire. Dans l'Occident chrétien du bas Moyen-Âge, un facteur déterminant dans l'apparition d'apothicaires comme métier individualisé a été d'une part la création des universités et d'autre part la rédaction d'un corpus réglementaire fondateur connu sous le nom de Constitution de Melfi. La lente genèse des universités démarre sous la tutelle de l'Église autour du XIIe siècle. Les universités de Paris, de Bologne, Oxford ou Montpellier sont successivement créées. Cette multiplication, voire prolifération, est parallèle à l'essor et à la poussée démographique des villes. À l'origine, il s'agit de corporations, le terme latin universitas signifie corporation, celle du savoir et de la connaissance, alors que s'organisent et se structurent d'autres corporations autour des métiers de l'artisanat, qu'ils soient drapiers, gantiers ou apothicaires. Bien que sous surveillance de l'Église, l'université acquiert une large autonomie, gage d'un dynamisme intellectuel. On y lit puis discute les textes des anciens. Les universités comprennent généralement plusieurs facultés. À Paris, première des universités, fondée en 1215, il y a une faculté des arts, une faculté de théologie, celle du droit canon et une faculté de médecine. Inscrite au programme de la faculté de médecine, on retrouve outre Aristote les œuvres des anciens, Hippocrate, Galien, Avicenne, Rhazès. Mais dans tous les cas, le contenu de l'enseignement médical est essentiellement formel et théorique, l'intervention de l'observation ou de l'expérience restant marginale, voire inexistante. Les écrits des anciens ont valeur d'autorité et sont appréciés comme des dogmes infaillibles, non contestables, et qui plus est, devant s'inscrire naturellement dans le discours de l'Église. Dès lors, revêtus de leurs habits de clercs, robes longues et bonnets carrés, et conscients de leur nouvelle dignité universitaire, les médecins ne pouvaient plus décemment labourer de leurs mains, c'est-à-dire travailler de leurs mains. Ils abandonnent à d'autres tout ce qui ne relève pas des arts libéraux, mais tombent dans le domaine des arts mécaniques, c'est-à-dire des arts qui font intervenir le corps, les muscles et la main, arts mécaniques jugés pendant longtemps indignes de l'homme de qualité. Cette hiérarchie de pensée séparera le médecin, genre de réflexion, interprétant les symptômes et habile à remettre en ordre l'organisme sans y toucher. Elle le séparera du chirurgien, celui qui verse le sang, d'autant que le médecin, comme tout universitaire, est un clerc. Il lui est interdit de verser le sang. Les chirurgiens sont confondus avec les barbiers, maniant la lancette ou le scalpel. L'autre métier de santé relégué est celui des apothicaires, assimilés aux boutiquiers, s'affairant autour d'un mortier et d'une balance. Alors, au chirurgien barbier, le soin de tailler le corps avec ses instruments, scalpel, lancette, aux apothicaires, celui de purger les humeurs par la confection de médicaments à base de simples ou de composés, à l'aide de ces outils et instruments. Négligée par les médecins, la pharmacie devient donc par défaut une pratique et le domaine d'une catégorie de métiers. Mais l'individualisation de la pharmacie dans l'Occident chrétien ne s'est pas faite que par défaut. Elle va également se constituer autour d'un corpus réglementaire propre. C'est Frédéric II, empereur de Germanie et roi de Sicile, qui promulgue ce que l'on appelle les constitutions de Melfi, un ensemble de textes ambitionnant de moderniser la royauté. Ce corpus réglementaire, fondateur, est à la croisée des cultures chrétiennes et arabo-musulmanes. Il comporte notamment des textes relatifs à la pharmacie.
Il est dit par exemple que les remèdes soient préparés sous la responsabilité d'individus instruits, dignes de confiance et devant prêter serment devant des autorités. Le texte organise également la supervision et le contrôle de la préparation des médicaments et celui de la répression des fraudes. Il précise également que médecins et apothicaires ne peuvent avoir des relations d'affaires et insiste sur le besoin de séparer les fonctions de diagnostic et de traitement de la maladie de celles de la préparation et du médicament. Le besoin d'encadrer réglementairement et de surveiller par des inspections l'exercice des apothicaires était déjà une préoccupation dans le monde arabo-musulman. Il correspond à ce que l'on qualifierait aujourd'hui d'impératif de sécurité sanitaire. Les apothicaires sont dépositaires de substances dangereuses, ambivalentes, car remède et possible poison. Une deuxième préoccupation parallèle est celle liée à la nature commerciale du métier, pouvant conduire à mettre sur le marché des produits de qualité questionnables, en remplaçant par exemple des ingrédients coûteux par des ersatz de piètre qualité, ce que l'on appellera le quiproquo. Ce problème, même s'il n'est pas propre aux apothicaires, sera une constance de cette communauté. Ce sera un qualificatif qui collera longtemps à la peau des apothicaires, comme l'illustre ce dicton où, à côté des qualificatifs peu amènes pour les notaires et les lombards, le sens populaire retient que les apothicaires ne seraient que des vendeurs de remèdes douteux. Enfin, l'idée d'une séparation professionnelle et fonctionnelle se répandra progressivement en Europe occidentale. Les constitutions de Melfi sont inspirées et préfigurent donc les règles encadrant le métier d'apothicaire, d'abord en Europe centrale et germanique, puis en Angleterre et en France un petit peu plus tard. Les communautés d'apothicaires. Au Moyen Âge, les métiers de marchand et d'artisanat se regroupaient sous forme de corporations, groupements ayant une personnalité juridique et possédant de fait un monopole d'activité. L'apothicaire, en tant que tel, commence à avoir une pratique spécifique lors du règne de Philippe Auguste. Mais les apothicaires étaient rarement assez nombreux pour constituer à eux seuls une communauté de métiers. Alors, le plus fréquemment, et selon les villes, ils se regroupaient avec les épiciers, marchands d'épices, ou avec les droguistes. Ces trois métiers avaient en commun des soucis d'approvisionnement en drogue et en épices. Mais fréquemment, ils entraient en conflit, les apothicaires voulant se réserver l'exclusivité de la préparation des remèdes, et les épiciers cherchaient à empiéter. La corporation d'apothicaires était une corporation socialement bien établie et socialement reconnue. Les figurations artistiques variées de l'apothicaire dans la peinture, les fresques et les vitraux d'église, lieux emblématiques de la société du Moyen-Âge, en témoignent. Cette reconnaissance et ce positionnement que l'apothicaire revendique, mais n'a pas obtenu de la faculté, se retrouvent également dans le souci de se montrer avec ostension, par exemple cette riche maison d'apothicaire datant du XVe siècle. Pour sa formation, l'apothicaire suivait les règles des corporations. Un apprentissage, 3 ans chez un maître apothicaire, suivi d'une période de compagnonnage sanctionnée par un examen devant un jury constitué de maîtres apothicaires et d'un docteur régent de la faculté. L'examen comportait la lecture commentée d'un texte latin d'auteur ancien, un commentaire d'ordonnance et une reconnaissance de plante, l'acte des herbes. L'impétrant était déclaré apothicaire avec la réalisation de ce que l'on appelait le chef-d'œuvre, c'est-à-dire l'exécution publique de préparations galéniques. Selon les régions, les schémas d'apprentissage pouvaient varier et le besoin d'une formation théorique, en plus des enseignements du maître, pouvait apparaître. Ainsi, la communauté parisienne des apothicaires possède un jardin des plantes où un maître apothicaire y donne un cours régulier de botanique, cela malgré l'hostilité de la faculté de Paris. A l'inverse, à Montpellier, on mettra en place une chaire de pharmacie et de chirurgie au sein de cette même faculté. Pour la première fois, la pharmacie rentre à l'université par la petite porte. C'est en avril 1777 que la déclaration royale de Louis XVI que l'on a une séparation définitive entre le corps des épiciers et celui des apothicaires, avec l'instauration de la maîtrise de pharmacie dans le cadre de la création du collège de pharmacie. Plus question d'apothicaire, on parle désormais de pharmacien. Comme on le verra plus tard, ce changement de nom de l'apothicaire au pharmacien n'est pas le fruit d'une simple fantaisie royale, mais correspond à une nouvelle nature et à de nouvelles fonctions. Au savoir-faire s'agrège le savoir. La thérapeutique au Moyen-Âge et à la Renaissance. Avant de décrire les moyens disponibles pour la thérapeutique, donnons un aperçu rapide des principales causes de mortalité-morbidité. On a de cette période une vision très calamiteuse et pestilentielle, faite de grands fléaux épidémiques et d'hécatombes,
notamment avec la peste, la lèpre ou la variole. Cette vision quelque peu biaisée est destinée à mettre en avant l'idée de progrès des Lumières, celle de Diderot, de Condorcet, avec les promesses sociales de la science. Ainsi, pour le XIXe siècle, siècle revendiqué comme celui de la modernité, le Moyen-Âge est représenté comme une période sombre de l'histoire. Quoi qu'il en soit, il est difficile d'avoir un tableau précis. Les données reposent sur les registres paroissiaux, peu systématiques, et qui rendent compte que des naissances ou de la mortalité. La connaissance des causes de morbidité provient des rapports et écrits épisodiques des hommes de l'art. Les données sont souvent confuses, imprécises et dispersées en raison des connaissances et du cadre nosographique. On se réfère aux symptômes, rarement aux causes. Là aussi, on se heurte avec des difficultés de transcription par rapport à notre cadre nosologique actuel. Par exemple, si la petite vérole est bien identifiée, comme la variole, qu'en est-il de la phtisie ou de la consomption? Aussi, sur 420 noms de maladies relevés pour cette période, plus de 120 désignent des variétés de fièvre ou de refroidissement. La fièvre, qu'elle soit maligne, lancinante, putride ou pourprée, étant un fourre-tout quand la cause est inconnue ou incompréhensible. Ce que l'on peut retenir, et qui apparaît comme un bruit de fond, c'est un mauvais état général des populations. Une faible hygiène individuelle et collective, on se lave peu, à la fois par la pudeur ancrée dans la morale chrétienne, et parce que le sens commun perçoit l'eau comme dangereuse. Elle ramollit le corps et peut instiller la maladie, notamment avec les miasmes qui passent à travers les pores de l'épiderme. Une précarité de l'équilibre physiologique et immunitaire, causée par une malnutrition chronique, cumulant une alimentation insuffisante en période de disette fréquente, une alimentation de mauvaise qualité et carencée, et des intoxications alimentaires comme l'eau du quotidien. Une illustration éloquente de cette situation est donnée par le mal des ardents, c'est-à-dire l'ergotisme, une intoxication provoquée par l'ingestion de farine de seigle parasitée par un champignon. Cette affection se manifeste sous forme de crise convulsive et gangréneuse, avec généralement une évolution mortelle. Son omniprésence et son impact social donneront lieu à la fondation de l'ordre religieux des Antonins, avec la construction d'hôpitaux pour la prise en charge des malades. L'importance de cette affection est également à l'origine d'une abondante littérature et d'une vaste iconographie que l'on peut illustrer avec le triptyque de Jérôme Bosch, La tentation de saint Antoine, ou de celui du couvent des Antonins d'Issenheim, où l'on voit une référence aux remèdes utilisés contre le mal des ardents. Si les maladies infectieuses ont été de grandes pourvoyeuses de mortalité et de morbidité, la peste, par bouffées épidémiques récurrentes, la lèpre et la variole, selon un mode endémique, d'autres maladies prévalaient. La dysentérie, la phtisie, la malaria, le typhus sont présents. Il en est de même des verminoses intestinales ou de la suette anglaise, depuis disparue, maladie infectieuse de morbidité importante. À côté des maladies infectieuses ou épidémiques, les pathologies chroniques étaient omniprésentes, mais souvent moins visibles à l'œil de l'historien. Pour simplifier, on dira que les enfants, s'ils franchissent le cap de la première année, il faut savoir que la mortalité infantile au XVIIe siècle était autour de 280 pour 1000, avec des disparités territoriales, villes, campagnes énormes. Néanmoins, s'ils franchissent ce cap, ils souffriront alors d'entérocolites d'origine alimentaire ou parasitaire, ou de fièvre éruptive, comme la variole, responsable de 15 à 30% de mortalité après la deuxième année. À l'âge adulte, prédominent, en dehors des épisodes épidémiques récurrents, outre les pathologies articulaires, les traumatismes, les pathologies pulmonaires, vraisemblablement la tuberculose ou la grippe. Pour les femmes, ajoutons une mortalité en couche de 7 à 10%. Qu'en est-il de la thérapeutique? Selon la conception galénique de la maladie, un homme en bonne santé est celui dont les humeurs sont de quantité et de qualité normales. Quand elles deviennent pécantes, c'est-à-dire qu'elles pèchent par abondance ou malignité, il faut traiter. En dehors de la médecine populaire et des thérapeutiques parallèles, comme les pèlerinages thérapeutiques, le recours aux saints guérisseurs, aux sorciers, aux conjureurs, les remèdes qu'offre la médecine officielle sont multiples. Ils sont souvent inefficaces ou inutiles quand ils ne sont pas nuisibles. Il s'agit d'une thérapeutique essentiellement symptomatique, car la maladie ne s'identifie pas par ses causes, mais par les symptômes qu'elle provoque ou par l'organe atteint. Point important, il faut souligner qu'il n'y a pas forcément opposition entre, d'un côté, la médecine officielle et savante, et de l'autre, la médecine populaire. Les empiriques, soignants non qualifiés, ont souvent acquis un savoir-faire efficace, pouvant conduire à plus de résultats qu'avec les soignants patentés. Ils sont guérisseurs, rebouteux ou sorciers, mais aussi charlatans ou colporteurs.
S'il y a coupure entre ces deux voies d'accès à la guérison, elle est plus dans les représentations collectives que dans la réalité sociale, dans la vraie vie. Un même malade peut successivement ou simultanément consulter le médecin ou le chirurgien, d'un côté, et puis l'empirique ou le guérisseur. Quoi qu'il en soit, la thérapeutique, et ce sera le cas longtemps, peut se résumer et se caricaturer avec une phrase que l'on retrouve dans le Malade imaginaire de Molière, qui témoigne de l'indigence thérapeutique. Saignare, purgare, et clisterium donare, c'est-à-dire saigner, purger et donner le clister. La saignée. Selon la définition d'un dictionnaire de l'époque, le dictionnaire Furter, c'est une opération de chirurgie que l'on peut réaliser à l'aide d'une lancette pour tirer le sang corrompu ou superflu. La saignée se fait soit par l'incision d'une veine par le chirurgien barbier ou l'application de sangsues. La pratique est ancienne. On en retrouve des témoignages dans l'Antiquité gréco-romaine ainsi que dans le monde arabo-musulman. Elle restera pendant longtemps le remède cardinal des médecins, que ce soit à titre préventif ou curatif. Un individu, s'il en a les moyens et la constitution, peut être saigné plusieurs dizaines de fois par mois. La pratique, aussi commune soit-elle, n'est pourtant pas sans danger, provoquant des hématomes, des abcès, des infections ou des hémorragies quand elle n'aggrave pas tout simplement l'état pathologique. Cette technique perdurera jusqu'au milieu du XIXe siècle. En 1833, la France était le premier importateur de sangsues avec plus de 48 millions de sangsues importées. Le progrès de l'anatomie et de la physiologie, les travaux du médecin français Louis amorceront l'abandon de la saignée. Louis, sur la base de données compilées et analysées selon la méthode dite numérique, c'est-à-dire celle des chiffres, dénoncera sa iatrogénicité. L'approche de Louis pose ainsi les jalons de ce qui deviendra plus tard, bien plus tard, l'essai contrôlé. La purgation. Elle relève de la même médecine évacuante et est aussi fréquemment utilisée que la saignée. On opère par le haut, faisant avaler aux patients des décoctions pour ramollir les intestins ou bien pour les irriter avec une visée émétique. La purgation se fait également par la bord inférieure de l'intestin, par injection en intrarectal à l'aide d'une vessie ou bien d'une longue seringue, le clister. Le produit administré est un astringent ou un laxatif. La pratique est ancienne elle aussi. On la retrouve dans la civilisation gréco-romaine. Elle est également répandue hors d'Europe. On le voit avec ses clisters d'origine maya et africaine. Au Moyen Âge, le clister est couramment préparé par l'apothicaire, ce qui lui vaudra, dans le Paris du XVIIe siècle, le surnom de limonadier des postérieurs, ce que Molière ou les pièces de la Commedia dell'arte caricatureront de façon imagée et réaliste. Les simples. Les liquides et diverses poudres introduites dans le corps ou en usage externe sont sous des formes galéniques variées et font appel aux plantes, environ 85% des préparations, aux produits d'origine animale et plus accessoirement d'origine minérale. Le tableau présenté dans cette diapositive nous montre la variété des ingrédients végétaux, animaux ou minéraux que l'on utilise. On note que certains sont encore utilisés de nos jours. Cette variété et multiplicité peut être illustrée par l'observation des apothicaireries, des hospices, où l'on voit aligner des pots, des piliers, des bocaux et des bouteilles, chacune ou chacun d'entre eux portant le nom latin des multiples ingrédients conservés. Ces ingrédients, même si la composition n'en était pas connue, sont compilés dans des ouvrages, herbiers et pharmacopées locales. Les recettes préconisées sont regroupées par type de préparation ou par maladie dans les antidotaires puis pharmacopées. Ces ouvrages pouvaient avoir un caractère officiel. Les apothicaires devaient s'y conformer. Si leur utilisation se généralise, devenant ainsi des référentiels professionnels, la réalisation pratique des préparations posait très souvent des problèmes de précision. Précision quant à la mesure du poids ou du volume requis pour l'exactitude et la conformité de la préparation à l'ordonnance. La livre ou l'once du médecin n'étant pas obligatoirement équivalente à celle de l'apothicaire. On voit avec ces tableaux des équivalences de mesure de poids l'extrême variété des unités, avec les risques d'erreur lors du passage de la prescription à la formulation. La plupart du temps, lors de la préparation des remèdes composés, l'apothicaire considérait plus l'équilibre général de la composition que la quantité stricte de chacun des ingrédients. Pourtant, la notion de poids médicinal et donc de nécessité de mesurer précisément le poids de l'ingrédient était plus ou moins une réalité. L'apothicaire, selon les villes, étant défini comme le gardien des poids et mesures, on l'a vu avec la devise des apothicaires de Paris. Cette notion permettait, entre autres, de différencier l'apothicaire d'épicier.
Par exemple, le sel d'antimoine, utilisé médicalement comme émétique à une dose prescrite ou référé à une pharmacopée, est de la responsabilité de l'apothicaire. À l'inverse, ce même antimoine, utilisé en vrac pour la métallurgie ou la poterie, c'est-à-dire à destination non thérapeutique, peut être débité par l'épicier ou le droguiste. Le poids médicinal sera officialisé au niveau de l'État avec la déclaration royale de 1777 déjà évoquée et restera d'ailleurs jusqu'au milieu du XXe siècle un des critères principaux de définition d'un médicament et de justification du monopole pharmaceutique. Un autre problème existait, celui de la précision et de la reproductibilité des recettes quant à leur composition. La rigueur des préparations pouvait être altérée par des ratures, des corrections, des manuscrits de pharmacopée. Avant le développement de l'imprimerie et sa généralisation bien plus tard, les manuscrits réalisés par les copistes étaient rares et coûteux et pouvaient, si besoin, être corrigés directement par des auteurs variés. On voit ici des recettes qui sont copiées dans les marges des manuscrits, sans le moindre détail sur les poids des ingrédients ou le mode de préparation. Le manuscrit pouvait être effacé pour la réécriture d'autres recettes en raison de la rareté du parchemin, pratique courante appelée le palimpseste. Parmi tous ces remèdes, un composé mérite une attention particulière, c'est la thériaque. La thériaque provient de la Grèce antique. C'est à l'origine un antidote utilisé contre les morsures d'animaux venimeux. C'est un électuaire de composition variée, mais comprenant toujours comme ingrédient principal de la chair de vipère, de l'opium et du miel. C'est Galien qui observe, en prenant comme comparateur la thériaque, que les médicaments simples ne gardent pas leurs propriétés et leur efficacité quand on les mélange, c'est-à-dire quand ils sont composés. Ainsi émerge le concept de polypharmacie qui sera approfondi dans la pharmacopée arabo-musulmane avec Averroès. La force de la thériaque est supposée beaucoup plus grande que celle des drogues isolées la composant, ce qui, à défaut d'explication apparente, était perçu plus ou moins comme relevant de la magie. Ainsi, selon ce postulat, plus un médicament renfermait de substances différentes, plus il se montrait efficace et plus large était son spectre d'activité. La thériaque en était le symbole. Elle contiendra plus de 70 ingrédients. À partir du Moyen Âge, la thériaque élargit son champ d'utilisation. Elle acquiert, au fur et à mesure d'ajout d'ingrédients nouveaux, des indications multiples pour se transformer en remède universel, véritable panacée, ambitionnant de guérir tous les maux. Elle sera pour l'apothicaire et le médecin un vrai filon commercial, avec l'apparition de véritables marques déposées de thériaque, ancêtres des remèdes secrets. Ce succès conduira à des falsifications et à de quasi-contrefaçons, comme l'orvietan, une thériaque réputée, amenée d'Italie par les colporteurs. Faire des copies était d'autant plus facile que la formule était variable et que la multiplicité et l'hétérogénéité des composants rendaient tout contrôle impossible. Étonnamment, on retrouvera une formule de la thériaque jusqu'en 1908 dans la pharmacopée française et 1930 en Allemagne. Un recensement des remèdes disponibles laisse une impression d'impuissance thérapeutique avec une indication des remèdes basés principalement sur l'empirisme. Toutefois, et avant l'ère de la thérapeutique moderne, l'arsenal comportait quelques rares produits efficaces, non plus seulement sur les seuls symptômes, mais sur les causes de l'affection. C'est le cas du quinquina, de l'IPK ou de l'opium. L'écorce de quinquina, elle était importée du Pérou, utilisée traditionnellement dans la médecine précolombienne et avait montré son intérêt dans les fièvres intermittentes. Malgré les évidences d'une efficacité clinique, le quinquina fut regardé en France avec dédain par les docteurs régents de la faculté, car contraire aux dogmes de la faculté et de la médecine galénique. Quant à la racine d'IPK, elle avait montré son intérêt dans la dysenterie, mais sera davantage utilisée comme émétique évacuateur que dans le syndrome dysentérique, indication correspondant plus au canon de la médecine humorale. Ainsi, malgré une efficacité clinique reconnue, une activité non plus seulement symptomatologique, fait rare dans la pharmacopée de cette époque, le quinquina et l'IPK restèrent paradoxalement peu utilisés, mal utilisés et surtout mal codifiés dans leur préparation et leur posologie. Ils seront les premiers alcaloïdes isolés, identifiés et analysés autour de 1820, scellant les débuts de la chimie thérapeutique. On retrouve là, avec cet exemple, un élément de fond de cette période. L'effet stérilisant de l'orthodoxie médicale et religieuse, dogmatisme qui inhibe toute innovation et cantonne les savants et praticiens
à l'empirisme, par fidélité à la doctrine galénique, en dehors de laquelle il n'y a pas de salut académique. Une question importante doit être maintenant évoquée. Le recours aux soins, aux remèdes, était-il réel? Est-ce que les moyens que la thérapeutique offrait étaient accessibles aux populations? Les données disponibles montrent que les effectifs des gens de santé sont en nombre important dans les villes, puisque dans certaines cités, on comptabilise un nombre de médecins proche des démographies actuelles en Europe. Ils sont inégalement répartis. Une enquête réalisée à la veille de la Révolution permet d'évaluer le nombre de médecins à environ 1 pour 10 000, 10 fois plus pour les chirurgiens, sachant que plus des 3/4 des médecins exercent en zone urbaine, alors que la France est rurale à plus de 85%. Les zones rurales sont quasiment dépourvues de médecins, et l'accès aux soins à la campagne et pour les populations démunies se fait par le recours au chirurgien barbier ou de temps à autre à l'apothicaire pour les soins de routine. Mais le plus souvent par recours aux empiriques, aux rebuteux et aux charlatans, personnages qui font partie du quotidien, à l'inverse des soignants titrés, où le meilleur côtoie le pire. Quant aux boutiques d'apothicaires, elles sont concentrées dans les villes. Les hospices et hôtels-dieux, pas encore hôpitaux, sont plus des lieux de refuge ou d'enfermement que des lieux de soins, souvent encombrés avec plusieurs malades dans un lit. De fait, majoritairement, la population pratique ce que l'on qualifierait aujourd'hui d'automédication. Elle fait appel au secteur informel, celui des colporteurs et marchands forains et rebouteux. La problématique de l'accès est également liée à la capacité à payer, soit par paiement direct, par troc ou par crédit. Les disponibilités monétaires des familles rurales sont faibles et aléatoires, et le plus souvent au moment des récoltes. Il n'existe pas d'assistance sociale ou de couverture maladie, expression totalement anachronique jusqu'à la fin du XIXe siècle, en dehors de la création à Paris sous Louis XIV d'un bureau des pauvres pour le secours des indigents, exemple qui restera isolé et limité. L'assistance en cas de maladie se conçoit de fait au sein de la famille ou de la communauté. On se soutient entre gens d'un même métier. L'Église, avec ses œuvres de charité, est également présente, mais intervient plus pour le salut spirituel que temporel et corporel. Il est difficile d'avoir une estimation du coût d'une consultation médicale ou d'un acte de soins, les honoraires variant, bien souvent, sans tact ni mesure, selon l'origine et le niveau académique du médecin ou du niveau de compétence du chirurgien. Certaines villes pouvaient s'attacher à un médecin ou un chirurgien salarié pour qu'ils soignent gratuitement les indigents. Les données disponibles permettent d'affirmer que généralement l'accès aux services de soignants qualifiés était exclusif d'une petite minorité, élite de la naissance et de la fortune, similarité de situation à celle que l'on retrouve encore de nos jours dans les pays en développement. Alors, pour pallier à cette situation et combler ce besoin objectif de soins, on assiste au développement d'une littérature singulière, celle des ouvrages charitables. Cette littérature de vulgarisation médicale, rédigée en français et non en latin, a pour objet de rendre accessibles des prescriptions standardisées pour le traitement des petites maladies, la confection médicale et l'usage de remèdes simples pour l'automédication. Le malade et son entourage sont encouragés à se prendre en charge eux-mêmes. Les ouvrages sont nombreux et variés, avec des titres explicites, comme cela est illustré par cette diapositive. Ils sont qualifiés de charitables, car destinés avant tout aux personnes qui apportent charitablement leurs soins aux malades pauvres. Les personnes dites charissables sont des religieux, curés, sœurs, ou plus tard sœurs apothicaires. Les dames charitables sont les dames de château ou épouses de notables, et souvent cela s'adresse aux malades eux-mêmes. À côté de cette production littéraire particulière, pouvaient surgir ponctuellement des initiatives privées. Notons les activités que développe Théophraste Renaudot avec son bureau des adresses. Il organise pour les pauvres des prêts à faible intérêt et la dispensation de soins gratuits. Il reçoit même une autorisation royale pour ouvrir à Montpellier un laboratoire de fabrication de remèdes qui seront donnés au décours des soins. Ce genre d'initiative sera bien vite contré et étouffé par les gens de la faculté de Paris. Autre initiative caritative, cette fois d'origine étatique, celle des médicaments du roi. En 1710, Louis XIV, touché de compassion pour les malades de la campagne qui périssaient faute de secours, décida qu'il soit envoyé annuellement dans les provinces de France une quantité de remèdes gratuits. Une liste fut confectionnée par le médecin hollandais Helvétius, fils d'alchimiste et conseiller du roi.
Cette liste, les médicaments du roi, était complétée par un ouvrage traitant des maladies les plus fréquentes, sorte de mode d'emploi. Même si cette initiative, de par ses modalités d'application réelles, n'a pu avoir qu'une portée limitée, elle peut être regardée comme une ébauche du concept de médicament essentiel, concept qui sera développé par l'Organisation mondiale de la santé 265 ans plus tard, bien que, mais ne soyons pas anachroniques, l'efficacité et la qualité n'étaient pas au rendez-vous. Toutes ces initiatives ne rencontraient pas l'approbation des apothicaires et médecins qui y voyaient une atteinte à leur monopole sur la santé. Il faudra attendre 1893 avec la loi sur l'assistance médicale gratuite et la création des bureaux communaux d'assistance pour voir enfin mise en place une véritable politique d'assistance publique en France. La thérapeutique, terrain d'affrontement des soignants. Avec les querelles autour du monopole des médecins sur la santé, ce qui est en jeu est la défense des intérêts particuliers de chacun des soignants, pour les uns bien établis traditionnellement, les médecins, pour les autres en mal d'identité, les chirurgiens, ou en peine d'affirmation, les apothicaires, voire ceux sans existence propre, les sages-femmes, sans oublier tous les autres acteurs du secteur informel, empiriques, charlatans, rebouteux, gens d'église et bien d'autres. Les conflits sont fréquents, et la notion de pratique illégale de la médecine ou de la pharmacie n'existe pas formellement. Pourtant, et selon les règlements municipaux, de temps à autre, un apothicaire a pu être poursuivi pour avoir pratiqué la médecine. Il y a pu avoir des contentieux opposant les gens de santé, comme celui de Grenoble en 1456, où le barbier de l'évêque, également médecin de la ville, est destitué pour avoir pratiqué l'apothicairerie. Ces querelles sont le fait des médecins envers les chirurgiens, puisque bien souvent seule présence sanitaire de terrain ayant tendance à pratiquer la médecine. C'est également les médecins contre les apothicaires, médecins et chirurgiens vendant directement des remèdes à l'encontre du privilège des apothicaires, même si de temps à autre ils pouvaient s'entendre pour pratiquer le compérage. Parfois paraissent des conflits entre médecins, ceux de Paris contre ceux de la faculté de Montpellier, voire entre chirurgiens, ceux de robe longue et ceux de robe courte, c'est-à-dire chirurgiens barbiers de rang inférieur. Il y a aussi tous les conflits de deuxième cercle, ceux entre les chirurgiens et les barbiers sur la pratique de la saignée, entre les chirurgiens et les matrones sur la pratique de l'accouchement, ou entre les apothicaires et les épiciers droguistes ou les colporteurs sur la vente des remèdes simples et composés. Mais ces querelles de famille cessent dès qu'il s'agit de faire face à ceux qui sont vus comme l'ennemi commun, l'empirique, le charlatan, qu'ils soient curés, sorciers ou conjureurs. Là encore, il faut souligner que si ces querelles et concurrences sont prégnantes et ressenties vivement par les soignants, c'est loin d'être le cas pour le malade, pour lequel il n'y a pas d'un côté la médecine officielle et de l'autre la médecine populaire, mais une continuité naturelle à tous les niveaux de l'échelle sociale. Le roi et l'aristocrate recourent autant aux empiriques et guérisseurs qu'aux gens titrés, et il en est de même du bourgeois, du clerc, du paysan ou du plus pauvre sujet du royaume. C'est ce qu'exprimait sans embâge l'écrivain journaliste Mercier lorsqu'il dit « Les empiriques guérissent et ne tuent pas plus de monde que les médecins endossant robes fourrées ». On voit dès lors que la force principale de la médecine populaire ne réside pas dans le savoir, celui de la faculté, ou la technique, les saignées, purgation, mais dans l'expérience et la confiance qu'elle inspire aux populations rurales dont elle partage la langue, vernaculaire et non latine, et la culture. Ces querelles et conflits ne sont qu'un des aspects de la tension entre théorie et pratique, entre savoir docte et savoir technique. Pour mieux l'illustrer, prenons l'exemple de l'analyse des urines, qui montre que les frontières entre les professionnels de santé sont parfois mouvantes. La science des urines servira aux apothicaires à s'affirmer en tant que gens de santé savants. Les urines, comme le sang, fournissent le moyen de lecture des signes de santé et de maladies du corps. On établit un diagnostic en se basant sur la couleur, l'apparence et l'odeur. La boutique de l'apothicaire est le lieu où l'on se procure l'urinal, mais également où elles peuvent être mirées. Petit à petit, et malgré des interdictions suscitées par les médecins, qui voyaient un empiètement donc dans leur domaine réservé, les apothicaires se mêlèrent d'interpréter les urines, certains ouvrages enseignant les éléments simples de cette analyse. De temps à autre, l'empiètement pouvait aller plus loin, le toucher du pouls ou l'interrogatoire du malade. Enfonçant un coin, les apothicaires y trouvèrent opportunément un moyen de gagner en influence.
Le mirage des urines est symptomatique de la montée en puissance du corps de métier qui veut s'affirmer dans la santé au-delà du simple accessoire, confectionner les remèdes. Cette conquête de nouveaux terrains montre la volonté des apothicaires de passer du savoir-faire au savoir et d'amplifier leur rôle, et finalement de donner tort au redouté doyen Guy Patin qui traitait les apothicaires de manipulateurs ignorants. Les bibliothèques d'apothicaires, qui longtemps ne contenaient que les livres techniques du métier, antidotaires, pharmacopées, s'enrichissent progressivement de livres savants, comme ceux des facultés de médecine, emblématiques du savoir universitaire. L'apothicaire de la Renaissance ne se contente plus d'une position sociale de marchand et de notable urbain établi. Pour terminer ce chapitre sur l'édification de la pharmacie prémoderne, un arrêt sur l'alchimie est indispensable. D'abord, il faut se défaire des préjugés et des représentations dominantes que nous en avons, celle d'une pratique ésotérique et d'une philosophie mystique se résumant à la transmutation des métaux et à la recherche de la pierre philosophale telle que l'a représentée le XIXe siècle. On ne peut réduire l'alchimie au seul rêve médiocre de quelques faiseurs d'or par transmutation. La tradition d'hermétisme qui entoure l'alchimie ne lui est pas spécifique. On la retrouve aussi bien chez Copernic que Newton. Ce sont pour l'essentiel des représentations véhiculées par des vues comme celle des peintres. On le voit avec cette gravure de Bruegel l'Ancien, où le laboratoire alchimique ressemble à un capharnaüm crasseux, sous-entendant que rien de raisonnable ne peut se faire dans un tel environnement. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, il n'est tout simplement pas possible, et cela n'aurait aucun sens, de vouloir distinguer l'alchimie de la chimie. Le passage de l'alchimie à la chimie est imperceptible, même si l'impulsion donnée par un Lavoisier constitue une rupture. Alors, l'alchimie se marginalisera, pendant que la pharmacie, avec la constitution de la chimie médicinale, deviendra une pratique scientifique. Comme philosophie de la nature, l'alchimie est une pratique ancienne qui prend de l'ampleur dans le monde arabo-musulman, le mot alchimie provenant de l'arabe alchimia. Dans l'Occident latin, son développement se fait au décours de la redécouverte des textes galéniques et alchimiques des anciens, l'alchimie étant comme la médecine galénique une doctrine, la guérison n'étant pas plus garantie par les pratiques alchimiques que par l'utilisation des remèdes galéniques. Si la doctrine galénique a pu rentrer à l'université, l'alchimie, en quête de légitimité savante, est restée à la rue malgré de nombreuses tentatives. L'alchimie reprend les devants de la scène face à l'impuissance de la thérapeutique galénique lors des épidémies récurrentes de peste. Un besoin de renouvellement de la thérapeutique se fait sentir et les quelques remèdes chimiques provenant de ce que l'on va nommer la iatrochimie vont être utilisés. Ce sont des remèdes qui ne sont plus les seuls simples d'origine végétale, mais des produits minéraux travaillés, avec l'exemple de l'antimoine ou du mercure utilisé dans le traitement de la syphilis. C'est le médecin suisse Paracels qui va accoler l'alchimie à la médecine. Paracels rejette la doctrine de Galien, à ses yeux inefficace, avec son caractère attrape-tout incarné par la thériaque. Selon Paracels, les maladies sont d'origine chimique et doivent être traitées avec des remèdes chimiques. Beaucoup d'apothicaires et de chirurgiens approuvent. Ils pratiquent l'alchimie. Au-delà du caractère contestataire et provocateur du personnage, lorsqu'il traite les médecins de la faculté d'Anne Pouilleux, ce qui est intéressant dans le travail de Paracels, ce n'est pas tant l'alchimie en soi que certains apports conceptuels et techniques. Premièrement, le rejet des arguments d'autorité, avec la contestation des anciens et la subversion d'un savoir universitaire figé, on le voit avec le légendaire autodafé des ouvrages des anciens, et souvent la mise en avant de l'expérience. Pour Paracels, l'intérêt d'un remède ne doit pas être évalué à sa conformité aux recommandations des livres des anciens, on a déjà évoqué les exemples du quinquina et de l'IPK, mais par l'expérience et l'observation pratique. Cette idée de l'expérience, encore éloignée de l'approche moderne, s'enracine dans la tradition grecque. Il s'agit d'une méthode pédagogique, on montre mais on ne démontre pas encore, utilisant des modèles ou des faits en vrac pour appuyer un raisonnement théorique. La fonction de l'expérience, la monstration, est de confirmer une théorie, pas de la vérifier. Si l'expérience échoue, ce n'est pas le fait de l'inanité de la théorie, mais c'est dû à l'erreur de l'opérateur qui doit recommencer sans fin l'opération. On en voit les limites. Néanmoins, on fait des expériences en laboratoire,
relevant certes à nos yeux de moderne, plus du bricolage que du plan d'expérience, et surtout, on ne se contente plus uniquement de théoriser. Le deuxième apport de l'alchimie est la banalisation de l'usage du laboratoire pour conduire ces expériences et le développement d'instruments. À la différence des anciens, qui tiraient leur réflexion de la simple observation de la nature sans la provoquer, les alchimistes furent des expérimentateurs, mal avisés, mais expérimentateurs. C'est dans le laboratoire des alchimistes que vont être inventés des instruments que l'on retrouvera dans la pharmacie chimique. C'est dans le laboratoire des alchimistes qu'ont été maîtrisées les techniques de distillation, de cristallisation, décantation, dissolution et la technique du bain-marie. On y trouve le four, le creuset, le bain-marie, les différents appareils de distillation. On le voit sur ces planches figurant les instruments usuels d'un laboratoire d'alchimistes. C'est l'alchimie et son adoption par les apothicaires qui va conduire, par l'intérêt porté aux substances chimiques à visée thérapeutique, antimoine, sel de mercure, au développement de la chimie pharmaceutique. L'apothicaire Moïse Charras, avec la publication d'une pharmacopée qui associe dans ses monographies des remèdes d'origine végétale et chimique, en donne le signal de départ. Au même moment, de nombreux cours de chimie destinés aux apothicaires et aux médecins, focalisés sur la préparation des remèdes, sont organisés au Jardin du Roi, c'est-à-dire hors de l'université, notamment en France, la faculté s'y opposant. Avant que la chimie ne s'autonomise en tant que science avec la rupture de Lavoisier, la pratique chimique sera essentiellement celle des apothicaires. Chapitre 2. Profession pharmacien, l'officine, le préparatoire, le laboratoire. Formellement, cette phase commence en France avec ce qui est le pilier de la pharmacie moderne, la loi de 1803, issue de la Révolution française. La chimie sera la science utile qui fait entrer la iatrochimie, puis pharmacie médicinale, dans la modernité. Ce qui fera la différence, c'est que la chimie va devenir une science telle qu'on l'entend depuis le siècle des Lumières. L'alchimie, à l'inverse, s'engluera dans son empirisme dogmatique. Malgré ses expérimentations et ses laboratoires, elle restera arc-boutée sur ses dogmes non opératoires. Comme on va le voir, l'histoire du médicament est une histoire de la science pharmaceutique, des pharmaciens et des substances qu'ils préparent. C'est aussi celle de l'industrie pharmaceutique, ses pratiques, la production de marchandises, pas comme les autres, et surtout la production de savoir en lien avec l'hôpital ou les lieux de recherche. La chimie. Durant cette période vont se mettre en place en Europe des enseignements de chimie comme ceux de Rouelle ou de l'apothicaire Nicolas Lemery à Paris. L'objet de ces cours est d'apprendre comment préparer méthodiquement le médicament. Le déroulé des cours suit généralement la division traditionnelle en 3 règnes, le règne minéral, végétal et le règne animal, selon la philosophie naturelle prévalente, suivie d'une partie décrivant les expérimentations, c'est-à-dire ce que l'on qualifie d'opérations chimiques de base. On y aborde des concepts en pleine construction, comme ceux d'acidité ou d'alcalinité. On ramène les opérations compliquées de l'alchimie à des méthodes simples et claires, et cela dans un souci pédagogique, avec un langage exempt d'allégories, comme cela était coutumier avec l'alchimie. On y enseigne comment conduire une opération de dissolution, de calcination, de distillation, d'extraction ou de concentration. Progressivement émergera la notion de composé chimique. Les leçons sont dictées par l'enseignant et les élèves sont tenus de prendre des notes. Les salles de cours sont la plupart du temps annexées au laboratoire qui ne dispose pas d'amphithéâtre. De plus, étant donné le succès de ces enseignements, souvent les étudiants suivent le cours debout. Du coup, les enseignants commencent à publier leur cahier de cours, celui par exemple de Rouelle. Si au départ ces enseignements font encore la part belle aux collections et énumérations de recettes, ils se structurent, se professionnalisent. Ils sont l'objet de diffusion et d'échanges à travers l'Europe, entre collèges, facultés et les nouvelles académies des sciences. En France, une chaire de chimie et d'histoire naturelle est créée au Collège de France. On observe alors que la professionnalisation de l'enseignement de la chimie médicinale se fait presque parallèlement à la dégradation de l'enseignement de la médecine et à la déconsidération de la profession médicale, auquel la Révolution mettra un terme avec la suppression des facultés de médecine. Alors, si la chimie, au fur et à mesure de sa construction, est une science au service de la médecine et de la pharmacie,
Après la révolution chimique, les rapports s'inversent et la chimie va subordonner la pharmacie. Au départ, mi-science, mi-artisanat, pharmacie et chimie ont comme objet commun l'analyse végétale, minérale et animale. Quand émerge le concept de composés chimiques, en rupture avec le principe des 4 éléments d'Aristote, quand les techniques d'analyse permettent de comprendre et d'expérimenter les opérations chimiques de base, alors la chimie ne se contente plus du seul terrain médicinal, perçu comme trop restrictif et pas assez conceptuel. Elle va privilégier la nomenclature afin de définir un langage commun qui soit opératoire et l'analyse chimique systématique des constituants de la nature. On a les exemples de la détermination de la composition de l'air et de l'eau avec Lavoisier et Cavendish, et cela pour en dégager des lois. Lavoisier donne le coup de grâce au dogme d'Aristote des 4 éléments, déjà mis à mal par Paracels. L'air est composé d'oxygène et d'azote et n'est donc pas un élément. La même démonstration sera faite pour l'eau. L'idée rationnelle mais spéculative d'éléments, celle d'Aristote, est remplacée par l'idée empirique, c'est-à-dire par expérimentation, de corps simples. La chimie se développe alors dans tous les domaines qui lui sont accessibles et pour laquelle on la requiert. On en a l'illustration avec l'industrie textile pour les besoins de colorants, la mauveine, le bleu d'alizarine ou le blanchiment avec le chlore. La séparation à laquelle on assiste ne laisse pas pour autant la pharmacie en dehors de la science. Selon le médecin Fourcroy, un des artisans de la loi de 1803, l'apprenti pharmacien ne pourra jamais devenir un bon pharmacien s'il ne commence pas par des études de chimie. Pour Fourcroy, en paraphrasant et inversant une phrase qu'il appliquait à la chimie, on pourrait dire que la pharmacie naissante ne doit plus se contenter d'être l'art d'extraction des jus de plantes. Afin de mieux convertir les futurs pharmaciens et les médecins à la nouvelle chimie, favoriser les échanges, il lance en 1791 le journal des découvertes relatives aux différentes parties de l'art de guérir. Pour mieux comprendre le processus qui va de la plante, le simple du Moyen-Âge, et qui aboutira à l'isolement, voire à la synthèse d'un principe actif, c'est-à-dire en fait le cheminement qui va du mortier d'apothicaire aux médicaments modernes industriels issus de la pharmacie chimique, prenons l'histoire du quinquennat. Bref, retour en arrière. C'est autour de 1630 qu'arrive en Europe l'écorce de quinquennat. Rapidement, elle trouve son indication principale dans les fièvres intermittentes, c'est-à-dire la malaria. Rappelons que la fièvre à cette époque est une catégorie nosologique floue et extensive qui résume à elle seule près du quart des maladies, d'où un afflux de demandes. Assez vite, une pénurie de quinquennat s'installe, entraînant la spéculation sur le prix et l'apparition de falsifications. Les faux quinquennats inondent le marché. La condamine et Jussieu vont caractériser la plante sur le plan botanique et ramener des échantillons que d'autres essaieront d'acclimater en Europe en vain et avec succès en Asie. Outre la précision des caractéristiques botaniques, il s'agit d'analyser la plante pour faire la part entre bon et mauvais quinquennat. Alors, avec les instruments existants, ceux développés par les alchimistes, on effectue des opérations de distillation ou de séchage d'une infusion d'écorce pour obtenir un extrait sec qui sera appelé sel essentiel de quinquennat. En jouant sur la solubilité différentielle, notion qui émerge à peine, sur la température des solvants habituels, alcool, eau, puis éther, et d'autres composés sont isolés. L'action des réactifs, en s'inspirant de la chimie des colorants, permet d'identifier des propriétés caractéristiques de ces composés. On complète le tout par les caractères organoleptiques. Malgré tous ces efforts qui découlent du raisonnement chimique, mais également du sens pratique des expérimentateurs, d'un cheminement par essai-erreur, on bute sur plusieurs difficultés. Seguin, un chimiste analyste, observe que selon les modalités de conservation de l'écorce et ses origines géographiques, il obtient des réactivités variables. Il rencontre en fait le problème de la standardisation des produits d'extraction végétale ou animale qui motivera les tentatives de synthèse. Selon les conditions de conservation ou l'origine géographique de l'écorce, la quantité du ou des principes actifs fébrifuges peut varier. Une autre difficulté surgit. Le pharmacien, Nicolas Vauquelin, arrive à isoler 4 composés apparemment intéressants. Quel est alors celui ou ceux qui possèdent les propriétés fébrifuges du quinquennat? Un seul composé est-il actif ou est-ce un mélange? La Société de pharmacie propose pour son prix annuel de chimie ces interrogations, mais en vain.
La sortie de l'impasse arrivera plus tard avec les pharmaciens Pelletier et Cavintou. Ils parviennent à isoler deux alcalis qu'ils nommeront quinine et cinchonine. Mais, indécis sur la réelle activité médicinale des deux alcalis, Pelletier et Cavintou préparent ces substances sous forme d'un sel administrable et ils se tournent vers les médecins pour qu'ils soient testés sur des malades. Jusqu'alors, on utilisait des préparations galéniques, des mixtures impures, simples et composées, provenant d'extraits de plantes ou d'animaux, ne pouvant qu'induire en erreur quant aux propriétés thérapeutiques des drogues. La découverte de la notion de principe actif change totalement le paysage. On peut dorénavant isoler ce que l'on va appeler le principe actif, en déterminer les caractéristiques physico-chimiques, puis pharmacologiques. C'est la première fois qu'une confirmation d'efficacité thérapeutique est méthodiquement et cliniquement recherchée. Restait à en déterminer la dose, à en fixer les seuils d'une éventuelle toxicité, ayant en mémoire les effets toxiques de l'antimoine ou de la strychnine. C'est ce que fera le physiologiste Magendie, d'abord sur des chiens, avant un passage à l'homme, posant ainsi les bases de la pharmacologie expérimentale. Dès lors, la quinine acquiert le statut de médicament. On est loin des mixtures de l'apothicaire, et même s'il faudra plusieurs décennies pour que disparaissent ces mixtures indéfinies. Avec l'histoire de la quinine, on voit en raccourci la construction d'une normalisation des pratiques et des méthodes de recherche, ce qui deviendra le cadre normal du processus de la recherche pharmaceutique. Isolement, identification et caractérisation physico-chimique du principe actif, purification, caractérisation pharmacologique et démonstration de l'efficacité clinique et des risques d'un composé actif. La quinine nous raconte également une autre histoire, celle de l'industrialisation de la pharmacie, née de questions géopolitiques. Face aux besoins massifs de quinine, liés directement à l'expansion coloniale des puissances européennes, expansionnisme qui se heurte à la malaria, risquant de transformer ses conquêtes en tombeau de l'homme blanc, la nécessité d'améliorer les rendements d'extraction s'impose. Pelletier, dans ce processus d'industrialisation naissante, se concentre sur l'extraction à partir du végétal et en améliore considérablement les procédés. Il crée même une usine, dépose des brevets et s'occupe de la distribution aux officines locales. D'autres se tournent vers la recherche de la synthèse de l'alcaloïde à partir des goudrons de houille. C'est le cas de William Perkin en Angleterre. Mais à la place des cristaux de quinine attendus, Perkin obtient une masse boueuse qui, dans le méthanol, devient violette. Ce n'est pas de la quinine. Cet échec de la synthèse de la quinine deviendra le succès de l'industrie chimique des colorants. Perkin, malgré lui, obtient la movéine, un colorant qui fera sa fortune, et celle de la chimie des colorants, puis celle des composés aromatiques qui fourniront de nombreux médicaments. C'est le véritable départ de l'industrie pharmaceutique moderne. Un cercle vertueux semble s'installer, le pharmacien allié au chimiste se fait chercheur et entrepreneur. Enfin, la quinine nous raconte une dernière histoire, celle des deux voies empruntées par le processus d'industrialisation de la pharmacie à partir de la fin du XIXe siècle. D'un côté, la voie traditionnelle, celle qui sera empruntée par les Français, où le laboratoire n'est qu'une dépendance de l'officine du pharmacien, un prolongement mécanisé du préparatoire. Et l'autre voie, celle des anglo-saxons et des allemands, qui vont asseoir leur industrie pharmaceutique sur celle de la chimie. Naissance de la pharmacie moderne. Dans la foulée de la Révolution, l'ensemble du monde médical est transformé. Il y avait eu les suppressions de facultés, la réunification de la médecine et de la chirurgie, le changement de statut de l'hôpital avec l'abolition des ordres religieux et leur mainmise sur l'hôpital. Bonaparte, en plus, dans un élan réformiste, normalisateur et centralisateur, crée de nouvelles facultés, accorde formellement aux pharmaciens le monopole de la préparation et de la vente des médicaments. La loi du 21 germinal de l'an 11, c'est-à-dire du 11 avril 1803, dans la foulée de celle votée le mois précédent pour la médecine, crée un corps hiérarchisé dont les membres jouissent d'un monopole d'exercice. Les professions de santé obtiennent une autonomie d'exercice, l'exercice libéral, et deviennent pourvoyeuses d'un service ou d'une prestation sur la base d'un monopole d'exercice conféré par un diplôme national. La possession d'une compétence et d'une expertise n'est plus obtenue par le parcours d'apprentissage, mais par l'admission à un examen organisé par une faculté ou une école délivrant un diplôme qui certifie la possession d'un savoir normalisé et défini au nom de l'État. Le contrôle et l'évaluation de cette expertise et des bonnes pratiques d'exercice sont attribués à des corps professionnels.
La loi de 1803 définit ainsi un statut et un cadre d'exercice. Le statut. Comme pour la médecine, 2 grades hiérarchisés de pharmaciens sont établis, les pharmaciens des hôpitaux ayant été traités à part par des dispositions spécifiques dès 1802. Le pharmacien de première classe, analogue au docteur en médecine du secteur médical, est diplômé par une des 3 écoles supérieures de pharmacie, Paris, Montpellier, Strasbourg. Écoles qui seront intégrées à l'université en 1840 et seront ensuite accompagnées de 21 écoles préparatoires communes à la médecine et à la pharmacie. Les études sont de 3 années après le baccalauréat, suivies d'un stage de 3 ans en officine. Ces écoles, futures facultés, seront le terroir d'émergence d'enseignements et de disciplines nouvelles, comme le cours de chimie minérale de Vauquelin, la chimie thérapeutique, la chimie organique, la matière médicale, la bactériologie ou la zoologie médicale. Le diplôme délivré a un champ de compétences national. Le pharmacien de première classe peut exercer sur l'ensemble du territoire. Est défini un deuxième corps, celui de pharmacien de 2e classe, comme son confrère médecin, officier de santé, non docteur en médecine. Il est reçu par un jury départemental après 8 années de stage en officine, mais ne peut exercer que sur le seul territoire départemental. Il est vu par l'élite académique et parisienne comme un pharmacien au rabais, non sans raison, comme le vivent également les officiers de santé. Le texte officialise également la profession d'herboriste. Ce statut hiérarchisé des médecins et pharmaciens répondait à des nécessités démographiques et de maillage sanitaire du territoire. Mais si ce fut un moyen de lutter contre les rebouteurs, empiriques et charlatans, ce cadre dual équivalait dans la réalité à une sous-médecine et à une pharmacie de 2e zone. Les 2e classes exerçaient le plus souvent en zone rurale, la vie à la campagne était alors tenue pour moins sophistiquée qu'à la ville. Le système perdurera jusqu'en 1898. Le cadre d'exercice professionnel. Avec la loi de 1803, il s'agissait également de régler la question de pratiques professionnelles. Les pharmacopées multiples sont transformées en un codex, un document officiel de valeur normative rassemblant les ingrédients pharmaceutiques et les recettes de préparation de façon normalisée. C'est un corpus de compétences. C'est un référentiel officiel et opposable que tout pharmacien doit posséder et doit s'y conformer. Le pharmacien n'est autorisé qu'à délivrer 2 sortes de médicaments. Ceux que le médecin ordonne et dont il décrit la composition, ce sont les préparations magistrales, qui sont des préparations extemporanées destinées à un malade précis, et ceux dont la recette, la formule, est inscrite dans le codex, ce sont les préparations officinales, composées à l'avance et conservées. La liste des formules sera établie par une commission de pharmaciens académiques et de médecins désignés par le gouvernement. Cette commission, dite commission du codex, étant donné sa complexité de fonctionnement et les difficultés d'obtenir des consensus, ne se réunira que 4 fois au cours du XIXe siècle. Elle ne fera qu'entériner a posteriori une situation de fait. On va le voir avec le phénomène particulier qu'a été la prolifération des remèdes secrets. En 1831, en France, la liste officielle des remèdes secrets autorisés à la vente ne comportait que 6 produits, alors que dans la réalité, plusieurs centaines de produits circulaient dans les officines. Finalement, le flou de la situation et les possibles confusions de rôles permettent de comprendre la prolifération de médicaments, la concurrence entre pharmaciens et le déferlement de l'exercice illégal par d'autres professions tout au long du XIXe siècle. On le voit avec les herboristes, cueilleurs de plantes médicinales locales, qui pour la plupart tiennent une pharmacie en arrière-boutique, avec les droguistes, qui outre le commerce de gros n'hésitent pas à délivrer au détail, les médecins propharmaciens, qui empiètent bien souvent sur leurs prérogatives, ou parfois font œuvre de compérage, avec certains pharmaciens, comme l'illustre le Madame Bovary de Flaubert, où l'on voit l'officier de santé Bovary et le pharmacien Homais faire des affaires ensemble. Et puis, les congrégations religieuses exerçant dans les hôpitaux et à domicile, qui dépassent bien souvent leur seule distribution charitable et gratuite, ou des épiciers et les liquoristes qui vendent des substances que l'on trouve en pharmacie, profitant du flou de la frontière entre produits alimentaires et médicaments, les formes galéniques comme les vins et élixirs médicinaux étant répandues. Le médicament, une marchandise pas comme les autres. Cette période est caractérisée par une consommation importante et un engouement pour le médicament, incarné par le succès du remède secret. Situation a priori paradoxale quand on sait que le médicament n'est pas couvert par des assurances sociales encore balbutiantes.
De plus, comme on le voit avec ce tableau, le nombre de médicaments considérés comme efficaces est modéré. En dehors de quelques alcaloïdes, l'explosion pharmaceutique, manifestation de la maturité de l'invention pharmaceutique, ne commencera qu'autour de 1930. Le vide thérapeutique est comblé par les remèdes secrets. La pratique du remède secret est aussi vieille que le remède, on l'a vu avec la thériaque et l'orviétan. La loi de 1803 en interdisait la vente et la publicité, et pourtant ils vont proliférer, mettant en évidence les lacunes et l'incapacité à encadrer une réalité dans un contexte de libéralisme économique naissant et débridé. Interdit par la loi de 1803, un décret contradictoire de 1810 les autorise par la petite porte. Dès lors, un régime de tolérance tacite s'installe. Le médicament échappe à la loi, sauf quand des abus ou des accidents seront signalés. Mais que sont ces remèdes secrets ? Des préparations dont la composition est tenue secrète par l'inventeur, médecin, pharmacien, chimiste ou non scientifique, dans le but de protéger son invention contre d'éventuels imitateurs ou de façon moins avouable pour tromper le public. Ce maintien du caractère secret provient des incapacités de la commission du Codex et de l'état de confusion des textes réglementaires destinés à en réguler l'autorisation et du caractère imprécis et flou de la définition légale du médicament. Timidement, il y aura en 1855 une circulaire imposant l'étiquetage en couleur des produits toxiques. Une véritable police du médicament attendra à plus tard. Le visa de médicament en 1941, rebaptisé AMM, autorisation de mise sur le marché, en 1967. Outre le laxisme réglementaire, cette invasion repose sur la demande des malades. L'offre aidant, il apparaît que le médicament soit le plus souvent exigé par le malade, plus qu'imposé par le médecin, dont l'attitude reste empreinte de scepticisme. Cette impression est confirmée quand on liste les médicaments les plus vendus. En haut de l'affiche, on y voit les remèdes gourmands et les fortifiants, les vins, les farines, dont l'usage prolonge l'habitude ancienne de fortifier le malade face aux assauts de la maladie, habitude diététique, somme toute très hippocratique. Les médicaments drastiques, les purgatifs, sont aussi très demandés, montrant l'attachement populaire à l'ancienne médecine des humeurs. On voit, avec cette description, que si la pharmacie a ouvert la porte à la science et à la technique, le quotidien thérapeutique ne suit pas, et ce malgré des Magendie ou des Pelletier. Ce hiatus ne fait que révéler le temps de latence entre la diffusion d'une pratique ou d'une théorie et sa transcription dans la pratique quotidienne. Au milieu du XIXe siècle, le commerce florissant du remède secret change d'échelle. L'industrialisation aidant, il est préparé puis fabriqué à l'avance en grande quantité pour être distribué dans les officines ou directement par les laboratoires. Il est vendu sous un nom de fantaisie, déposé comme une marque de fabrique, comme on le voit avec ces réclames qui apparaissent tant dans la presse médicale que pour donc le grand public. Dans ces réclames, ils sont vantés les propriétés thérapeutiques, les vertus médicinales, voire le caractère miraculeux de guérison prétendument obtenu. La démonstration repose sur l'argument d'autorité scientifique ou médicale. À titre de caution, on mentionne des noms de médecins ou celui d'une institution reconnue, l'Académie de médecine. Pour le sérieux de la préparation, on appelle à la rescousse le pharmacien, incarnant le médicament moderne et technique. À l'évidence, les inventeurs de remèdes secrets vendent de la guérison, du rêve, beaucoup plus que des médicaments. Le lien étroit que l'on constate entre l'apparition de la spécialité pharmaceutique et la publicité est emblématique de l'industrie du médicament. Même si le modèle et l'image publicitaire ont changé, cette nécessité des industriels du médicament à banaliser leurs produits comme des biens de consommation et à vouloir s'adresser directement aux patients est une constante à resituer dans le processus de médicalisation de la société. En regardant l'environnement publicitaire autour d'un médicament anti-obésité lancé récemment sur le marché, on y retrouve comme un parfum de retour en arrière, comme au temps du remède secret aux 1001 vertus. À côté de ce contexte, il est un autre facteur déterminant, l'absence de brevet sur le médicament. En 1844, après de longs débats, le Parlement français exclut le médicament du droit des brevets. Ce sera le cas pour la plupart des pays européens. Les discussions autour de cette exclusion sont révélatrices de l'état d'esprit et des controverses du moment dont la thématique reste d'actualité. D'un côté, les chimistes, Gay-Lussac, arguant de la qualité des remèdes, dont seule la science chimique garantit la pureté et la stabilité, on l'a vu avec la quinine, ou bien
les nouveaux industriels du médicament insistant sur la nécessité du brevet comme juste restribution de l'invention et comme encouragement à l'essor du marché. Dans l'autre camp, les défenseurs de la pharmacie, insistant de façon corporatiste sur le rôle de la profession comme seul agent patenté de lutte contre les fraudes et la mauvaise qualité, et non sans justesse, mais avec une certaine mauvaise foi, mettant en avant, comme le faisait également l'Académie de médecine, les menaces que le brevet ferait peser sur le prix des médicaments. En quelque sorte, le médicament comme bien commun accessible, garant de la santé de la population. En fin de compte, entre ces deux monopoles, celui des inventeurs et celui des pharmaciens, le législateur choisit la logique de santé publique au nom de la morale, ce qui profitera indirectement aux pharmaciens. On retrouve aujourd'hui ces débats et ce même conflit entre l'éthique médicale et le droit exclusif des brevets à propos des brevets sur les tests de dépistage génétique BRCA, ou avec la controverse sur l'accessibilité aux médicaments anti-sida. L'exclusion du médicament du droit des brevets, si elle a pour conséquence immédiate et délétère de dynamiser le remède secret, en l'absence de brevet on dépose des noms de marque, n'eut pas de conséquences directes sur l'innovation, d'autant qu'existait le brevet de procédé. Si on ne pouvait pas protéger un principe actif, il était usuel de protéger le savoir-faire technique. De plus, la possibilité d'imitation n'est pas antinomique de l'innovation, car elle suppose de la part de l'imitateur un apprentissage et une maîtrise de la technologie qui peut déboucher sur des améliorations de procédés et même des produits nouveaux. L'exemple est celui de l'invention des sulfamides par Fourneau à partir d'une lignée de produits dont le procédé était breveté par l'industriel allemand IG Farben Bayer. L'exception des médicaments de la brevetabilité sautera en 1968, normalisation qui sera rendue possible par la généralisation de la couverture maladie, assurant une croissance rapide de la demande avec une garantie de solvabilité du malade acquéreur. Le médicament, des bénéfices et des risques. Accolé au terme médicament, le qualificatif bénéfices et risques, sous une forme interrogative, peut paraître curieux. En effet, et cela jusqu'aux années 1940, rien de significatif n'existe pour appréhender la question du bénéfice-risque du médicament. Lorsqu'un médicament provoquait un effet délétère, ce n'était pas le produit qui était en cause, mais l'évolution naturelle de la maladie. Voyez le récit du traitement des fièvres palustres des soldats napoléoniens. Quels que soient les effets observés après l'administration d'une thérapeutique, on recommençait jusqu'à ce que guérison ou mort s'ensuive. Pendant longtemps, vouloir appréhender le médicament en termes de bénéfice-risque n'a pas de sens. L'expérimentation appliquée au médicament va changer la situation. L'expérimentation est une histoire ancienne, avec l'utilisation d'individus comme sujet de recherche. Les corps des condamnés et autres personnes viles, prostituées, bagnards, esclaves, fous, morts ou vifs, ont servi de matériau expérimental dans un but de connaissance ou à visée thérapeutique. Dans les années 1720, lorsque Lady Montagu invitait et utilisait le procédé d'inoculation de pluvariolique pratiqué depuis des siècles en Chine et en Perse pour protéger la famille royale d'Angleterre, on procéda au préalable à un essai. 6 prisonniers de la prison de Newgate sont inoculés contre une promesse de libération conditionnelle. Quelques années auparavant, Lint, chirurgien de la marine anglaise, tentant de comprendre le pourquoi du scorbut des marins au long cours, avait divisé empiriquement des marins de la Royal Navy en un groupe alimenté avec une ration additionnée de jus de citron et un autre groupe sans ration supplémentaire, le groupe témoin. Dans les deux cas, outre l'observation provoquée, on tentait de mesurer les faits observés. Pour la variolisation, Bernoulli, utilisant les probabilités, apporte des réponses, comme le fera plus tard Louis autour de la question de la saignée. À travers ces exemples, 2 questions émergent. Celle autour de la quantification via l'observation clinique, quantification d'un effet thérapeutique provoqué, que ce soit l'inoculation, la modification alimentaire, l'abstention thérapeutique, et celle de l'utilisation du matériel humain comme cobaye. Autrement dit, avec des expressions modernes, la question du bénéfice-risque et celle de l'éthique. Le bénéfice thérapeutique. Si au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, une démarche méthodologique est clairement énoncée lorsqu'il s'agit d'étudier le médicament, c'est toujours la clinique qui détermine finalement la valeur thérapeutique. La méthode numérique, celle d'un Bernoulli ou d'un Louis, pour évaluer statistiquement les traitements, restera isolée et sans portée quotidienne. Même si le débat existe au sein de l'Académie de médecine, on estimait que seule l'expertise individuelle, le regard clinique du spécialiste, était capable de déterminer les modalités d'un essai et de juger des résultats selon son expérience clinique.
Quand dans un essai, il y avait une divergence sur la classification des malades, en fonction du stade de la maladie, pas facile, avec une nosologie pas toujours rationnelle, sur la posologie optimale de traitement ou sur l'évaluation des résultats, on se reposait alors sur le savoir unique, celui de l'expert, en général le patron du service. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, avec la nécessité d'une gestion parcimonieuse des premiers antibiotiques, la pénicilline, l'approche va réellement changer. Peu de temps après, sera mis en place par les Anglais le premier essai contrôlé randomisé pour déterminer l'efficacité thérapeutique de la streptomycine dans la tuberculose, première cause de mortalité. Cet essai, conduit entre 1946 et 1949 par Bradford Hill, est considéré comme le modèle et le pilier de l'essai thérapeutique moderne. L'étape de randomisation qu'il intègre, c'est-à-dire la répartition aléatoire des malades sélectionnés entre un groupe expérimental et un groupe témoin, bouleverse le mode de pensée habituel du monde médical en matière d'évaluation. Ce n'est plus le médecin avec sa connaissance supposée intime et unique du malade et de la maladie qui est au centre, mais le statisticien. Si par la suite, les essais thérapeutiques multicentriques deviennent l'outil majeur du développement thérapeutique, notamment avec la chimiothérapie ou l'infectiologie, ce type d'essai ne deviendra systématique puis obligatoire que tardivement. La loi dite Huriet-Seruskla, qui cadre la recherche biomédicale, arrivera plus de 40 ans après l'essai Princeps de Bradford Hill. Les risques et le cadre éthique. Outre les questions de méthodologie, se posent les questions du risque et de son acceptation sociale. En 1859, le tribunal correctionnel de Lyon condamne 2 médecins pour avoir inoculé à des fins expérimentales la syphilis à un enfant atteint de teigne. Cette pratique de la syphilisation par le médecin Guyton se pensait par analogie avec la variolisation. Quelques années plus tard, ce sera l'affaire Neisser en Prusse, vénérologue réputé, dont l'essai d'un sérum antisyphilitique provoqua de nombreuses contaminations. Ces 2 affaires, et d'autres moins médiatisées, suscitent des réactions populaires, parmi les médecins, le public, et une condamnation de la justice. Néanmoins, elles sont perçues comme des abus provenant de praticiens isolés, même si commence à émerger la question de l'absence de consentement des malades soumis à ces essais. C'est l'affaire de la vaccination par le BCG en 1930 qui va bouleverser l'ordre des choses. 76 enfants décèdent d'une préparation vaccinale accidentellement contaminée par des souches de bacilles virulents. Le procès des médecins de Lübeck émeut l'opinion publique, non seulement allemande, mais internationale. Cet accident instille des doutes sur la médecine scientifique expérimentale et ouvre la question d'une indispensable réglementation, ce qui sera le cas en Allemagne avec les Richtlinien, directives réglementant les essais thérapeutiques. D'autres affaires surviendront en Europe ou aux États-Unis, on le voit avec ce tableau, avec chaque fois un même sursaut réglementaire réactionnel. La police du médicament est en quelque sorte fille du scandale, ce que résumera de façon lapidaire Canguilhem quand il écrit que dans l'ordre du normatif, le commencement, c'est l'infraction. La question centrale du cadre éthique est enfin posée. Il s'agit de mettre en place un cadre pour, comme le dit la philosophe Anne Fagot-Largeau, enlever les décisions morales des mains fragiles des humains sans pour autant les remettre entre les mains de Dieu. Avec les affaires Guyton et Neisser, effleurait la question du consentement des patients selon un mode non explicite, l'expérimentation étant abordée sous le seul angle juridique, celui de la responsabilité médicale et des éventuelles poursuites judiciaires. Le contexte change dramatiquement avec la mise à nu des pratiques de la médecine nazie objectivées lors du procès de Nuremberg. Si, dès 1905, la thèse de médecine du Bordelais-Bongrand résumait les enjeux en disant qu'il y a des hommes qui se sont attribués le droit effrayant de se servir de la chair d'autres hommes comme du matériel de laboratoire, on change de paradigme moral avec Nuremberg. Du procès découlera un code, pierre angulaire du droit international en matière d'expérimentation, et une dynamique relayée par la déclaration d'Helsinki, mettant en avant les notions de consentement éclairé, de protection des individus vulnérables. Autour de cette dynamique éthique se constituera tout un corpus normatif abondant, de caractère contraignant, les règlements, ou incitatif, les recommandations et les déontologies, ensemble articulés autour de 3 principes unanimement admis, celui du respect de l'autonomie de la personne, celui dit de bienveillance ou de non-malfaisance, et celui de justice.
L'industrialisation du médicament. Comme la médecine clinique, celle de Bichat ou la Hennec, la pharmacie a son âge d'or, plus tardif, à partir de 1930. La révolution thérapeutique, attestée par un rythme soutenu de nouveaux médicaments, voyez le tableau de cette diapo, si elle a bénéficié des progrès de la chimie, puis de la bactériologie et de la physiologie, s'assoit sur une infrastructure technico-industrielle qui se met en place autour de 1880. La transformation du médicament en entité standard, produite en masse et facilement transportable, s'inscrit dans le contexte de la deuxième révolution industrielle, celle de l'électricité et de l'automobile. Elle est issue notamment en France de la transformation de l'officine en atelier puis en usine. L'exemple schématique est celui de la pharmacie centrale de France. Au départ, il y a un pharmacien qui prépare un remède secret qui marche commercialement. Il annexe à son officine un atelier. Puis, plusieurs pharmaciens se regroupent pour un effet d'échelle et fondent une coopérative. Cette usine coopérative comptait plus de 600 personnes en 1900. À l'inverse, notoirement en Allemagne et en Angleterre, ce sont les industries chimiques préexistantes, celles des colorants avec IG Farben, Imperial Chemical Industries, ICI, qui vont se diversifier dans la pharmacie. Elles utilisent des substances provenant de la synthèse organique ou de la bactériologie. L'arrivée des industriels de la chimie change radicalement la donne. On passe d'une approche artisanale, comme on l'a vu avec la quinine de Pelletier, à une approche entrepreneuriale en vue d'une production et d'une distribution de masse. Mais pour arriver à proposer des milliers de spécialités, cette industrie particulière a dû relever plusieurs défis, car on ne produit pas du médicament comme Ford produisait à la chaîne des Ford T. Ces défis ont été ceux de l'isolement du principe actif, de la standardisation et de la recherche-développement. Isolement, purification, synthèse. L'isolement, la purification de substances actives, puis leur synthèse ou hémisynthèse, passe par la chimie et l'étude systématique de leurs caractéristiques physico-chimiques. La détermination de leurs propriétés thérapeutiques en laboratoire commence avec la morphine et la quinine, puis s'accélérera avec l'atropine sur la base des travaux de Magendie, qui publiera un formulaire, premier ouvrage de pharmacologie expérimentale. Il s'appuiera sur les expériences de laboratoire en utilisant des modèles animaux pour caractériser l'action spécifique des principes actifs isolés. Mais tout médicament n'est pas potentiellement synthétisable ou réductible à sa chimie. Les nécessités d'extraction à partir de végétaux ou de produits animaux demeureront encore longtemps. Standardisation. L'industrialisation est d'abord la réponse à des exigences commerciales. Il s'agit de produire en grande quantité et dès lors organiser rationnellement et mécaniquement une production avec la notion sous-jacente de l'eau pour garantir une qualité identique et une précision constante du produit tout au long du cycle de production et dans le temps. Si cette question a pu être maîtrisée en chimie, les difficultés ont été importantes pour les produits biologiques thérapeutiques, ce que l'on appelle l'opothérapie. Le défi de la standardisation va se situer à deux niveaux: standardisation du principe actif et standardisation du produit commercial. Pour le comprendre, prenons l'histoire de l'insuline. En 1889, Minkowski montre qu'un chien dont on enlève le pancréas devient diabétique. On soignait alors le diabète, outre par la saignée ou l'hydrothérapie, par un régime alimentaire sévère. La plupart des enfants en mouraient. Alors, par analogie avec la démarche empirique réussie de l'administration d'extraits thyroïdien dans l'hypothyroïdie, et ne connaissant rien à la nature du principe actif, l'insuline, plusieurs équipes travaillent sur les extraits pancréatiques. Se pose la question des techniques d'extraction, mises finalement au point par essai-erreur, pour obtenir un produit d'activité identique d'un lot de pancréas à un autre et avoir un rendement de fabrication suffisant. Il faut produire en masse un produit biologique, question qui s'était posée pour l'anatoxine diphtérique, puis pour les vaccins. Ceci reste d'actualité avec la production biotechnologique. Outre cette étape technique, se développe en parallèle une étape technico-clinique. Standardiser l'insuline, à savoir définir et pouvoir titrer une unité d'activité, physiologique et clinique, rapportée à une quantité de matière extraite. Les chercheurs suggèrent de considérer comme unité la quantité d'extrait pancréatique stabilisé, provoquant une chute donnée de la glycémie chez le lapin. Avec une physiopathologie du diabète encore floue, on se sert des signes observés, les convulsions, avant de pouvoir et de savoir mesurer la glycémie.
Une fois les lapins standardisés, pour éviter toute variabilité, le protocole de mesure établi, on parlera d'unité lapin. Non sans mal, il faudra s'entendre d'un pays à l'autre sur une même méthodologie. Ce sera le rôle de la commission permanente des standards biologiques. Puis, il faudra transposer et valider ces données dans des essais cliniques. En 1970, le dosage immunologique remplacera la méthode biologique et on parlera alors d'unité internationale. Le cheminement sera à peu près analogue pour les parines ou les vitamines. Cette histoire nous montre également que pour en arriver là, il a fallu, outre la problématique technico-industrielle, structurer un réseau inédit de relations. Faire travailler des équipes industrielles, par exemple les ingénieurs et pharmaciens des laboratoires Lilly ou Novo, en lien avec des universitaires, malgré des méfiances réciproques, et également des équipes hospitalières, médecins cliniciens ou pharmaciens, qui, avant la production industrielle, fabriquaient leur propre insuline, plus habitués à travailler isolément. Ce schéma deviendra le classique de la recherche-développement. Avec l'insuline, on voit aussi qu'on est loin de la représentation classique, qui divise artificiellement et chronologiquement la science appliquée découlant d'une science fondamentale. Dans les faits, on observe un aller-retour permanent jusqu'à la confusion des deux, la technique permettant d'accroître la connaissance qui elle-même fait progresser la technique. Elles se nourrissent l'une l'autre. C'est l'amorce de ce que l'on appellera plus tard la technoscience. Standardisation commerciale. Il faut pouvoir proposer au malade acquéreur un produit qui, outre la nécessité thérapeutique, lui donne envie, lui plaise. Les industriels comprennent vite qu'il leur faut agir à deux niveaux. Celui de la présentation du produit, avec la forme galénique, et celui de son incitation à l'utiliser, avec le marketing médical. On vise le malade et le prescripteur. Cela deviendra le b.a.-ba du marketing médical. La forme galénique. Jusqu'au XIXe siècle, aucune attention particulière n'était prêtée à la formulation ni à la forme galénique du médicament. Qu'un remède soit amer et mauvais goût ou se conserve mal était usuel, voire hors sujet. Ces particularismes faisaient même partie du lot de la guérison, la pharmacocinétique ou le devenir du remède dans l'organisme n'ayant jusqu'à Magendie et Ehrlich pas de sens. Le vin et les alcools dérivés ont été les premiers excipients utilisés. Hippocrate les préconisait comme substitut du sang. On les retrouve comme fortifiants au XVIIe siècle, surtout pour leur palatabilité. On parle même de médicaments gourmands. Leur qualité et conservation s'améliorant, notamment grâce à Pasteur, on en fera grand usage jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Quant aux formes galéniques, la mécanisation industrielle aidant, elles vont se diversifier et innover. Elles seront aussi un moyen de se réapproprier le médicament en l'absence de brevet de produit via le brevet de procédé. Ce seront les tablettes, dragées, suppositoires, cigarettes, cachets, capsules, formes injectables avec la seringue, ampoules et puis le comprimé. Ce sera bien plus tard qu'on tirera avantage de ces formes galéniques pour modifier la cinétique d'un principe actif, comme le permettait déjà la seringue. Le marketing médical. Prenons l'exemple de la campagne de lancement du diurétique chlorothiazide diuryl dans les années 1950. La cible est l'ordonnateur de la dépense, c'est-à-dire le prescripteur. La commercialisation du premier diurétique pour traiter l'hypertension artérielle est en soi une innovation. On va pouvoir abandonner les dérivés du Revolfia mal tolérés. Jusqu'alors, l'hypertension était un symptôme devenu objectivable et mesurable dans les années 1890 avec la mise au point du tensiomètre. Le concept marketing que développe le laboratoire promoteur du diuryl est de transformer ce qui n'était qu'un symptôme et pas encore un facteur de risque en une maladie et de proposer l'équation simple à cette maladie nouvelle est taillé un médicament. Ce lancement s'accompagnera d'un environnement marketing total, regardez la diapo, produits dérivés pour rendre familier la nouveauté et le concept, preuves appuyées par l'édition de journaux ad hoc ou d'éditions spéciales comme celle du JAMA. Toutes choses devenues pratiques banales aujourd'hui. On retrouvera le même processus de formatage opéré dans les années 2000 avec l'équation impuissance masculine, médicalisée en dysfonctionnement stérile, égale sildenafil Viagra, et idem avec le traitement de l'hypercholestérolémie.
Ce que les Américains appellent le disease mongering est né. La maladie peut être taillée sur mesure pour un médicament. On en vient à vendre un médicament comme une automobile. Recherche et développement. Pour comprendre le passage du concept de recherche, ce que faisaient des Pelletier ou des Magendie, à celui de recherche-développement, qui marque l'entrée dans la modernité et le besoin sous-jacent des industriels de renouveler en permanence leurs produits, nous allons prendre une dernière histoire, celle du médecin Paul Ehrlich. En 1895, à Berlin, Ehrlich fait l'hypothèse que les colorants synthétiques se fixeraient sur un récepteur spécifique d'une cellule ou d'une bactérie. Il avait noté que suite à une coloration, certaines bactéries se colorent et restent colorées même après un lessivage et d'autres pas. Il émet l'idée que les germes, par analogie aux fibres textiles, présentent en fonction de leur structure de surface des affinités électives pour certains colorants selon leur stéréochimie. Ce sera constaté avec les préparations microscopiques colorées, sélectivement, soit par du bleu de méthylène, de la fuchsine ou d'autres colorants, pour pouvoir observer puis classer les germes. En parallèle à cette observation, Ehrlich passe en revue et teste systématiquement 606 molécules différentes avec le composé 606 qui montre enfin une activité intéressante. Ce sera l'arsphénamine ou salvarsan, premier médicament chimique contre la syphilis et la maladie du sommeil. Cette histoire simplifiée nous montre deux choses. D'abord, la notion nouvelle de récepteur. Ehrlich fait l'hypothèse du mécanisme d'action par le fait de coupler le colorant spécifique d'un germe avec une substance toxique, l'arsenic, dans l'exemple du salvarsan. Cette magic bullet, ou balle magique, se fixerait alors spécifiquement à un microbe pathogène, comme un colorant, et le détruirait par la toxicité de l'arsenic greffé, de façon analogue à l'action du missile de croisière issu de la guerre des étoiles. Le même Ehrlich, étudiant l'effet protecteur des anticorps du sérum humain vis-à-vis des toxines bactériennes, montrera plus tard que l'effet toxique d'une toxine bactérienne est inhibé par sa fixation spécifique aux anticorps, mettant ainsi en évidence la notion nouvelle d'interaction récepteur-ligand et donc de cible pharmacologique, concept clé de la pharmacodynamie. 30 ans après, cette nouvelle façon de chercher permettra la mise au point des sulfamides antibactériens, même si la chance a joué un rôle certain. Le deuxième élément qu'on lit à travers cette histoire est que la recherche commence à s'organiser comme un screening, un criblage moléculaire. Ehrlich teste systématiquement des centaines de molécules dont il a plus ou moins modifié la structure. Dans cette perspective, le screening, le criblage, n'est pas une activité aléatoire, mais un système construit sur des allers et retours entre les laboratoires de chimie et ceux de pharmacologie ou de bactériologie, entre le chimiquement possible et le biologiquement ou pharmacologiquement acceptable et intéressant. Si ce système fonctionne parfaitement, aidé dans son rendement par l'informatique, expliquant la période glorieuse de la pharmacie à partir des années 1930, le modèle va marquer un essoufflement avec une diminution considérable des réelles innovations thérapeutiques mises sur le marché, et cela malgré des investissements croissants. Le tableau de la diapo illustre ce ralentissement. L'entrée en jeu de la biologie moléculaire en remplacement de la chimie, dont la pharmacie devient de plus en plus une application avec les biotechnologies, semble ouvrir un nouveau modèle de recherche-développement, un nouveau paradigme. Si les premiers résultats, avec les anticorps monoclonaux et les autres peptides, sont prometteurs, ce nouveau modèle de la recherche pharmaceutique laisse entrevoir certaines limites. Avec la biologie, tout semble possible selon la réalisabilité, mais tout n'est pas transformable en une molécule thérapeutique. Le réductionnisme et le mécanicisme qu'induit cette approche n'étant pas toujours compatibles avec la complexité du vivant. D'autre part, ce modèle productiviste s'appuie sur le cadre des brevets qui dans cette logique ont pris une place centrale. Tout est devenu brevetable, du technique au vivant, au risque d'élever exponentiellement le coût financier de l'accès à la connaissance et de facto au développement de nouveaux médicaments. L'augmentation sans fin du coût des traitements en est la preuve, remettant en cause les conditions d'un accès équitable aux traitements. Pour conclure cette histoire de la pharmacie, je dégagerai de cette analyse deux types d'enseignements. Sur le plan épistémologique
et sociologique. On voit avec cette revue que la science est née quand, au-delà du raisonnement, une possibilité de vérification est envisagée et devient possible. Au départ, les raisonnements d'un Aristote, d'un Hippocrate, d'un Galien ou d'un Rhazès, avec les théories des 4 éléments, celles des humeurs ou celles d'un Paracelse, sont restés à l'état de théorie, voire de dogme, quand elles ne sont plus questionnables, comme au Moyen-Âge les écrits des anciens. On reste dans le raisonnement, conforté par quelques observations. Mais, quant au raisonnement, on y ajoute l'expérimentation pour en vérifier les fondements, la vérifiabilité. Dès lors que les instruments disponibles permettent, on change de registre et on entre dans une démarche scientifique. Ce sera le cas avec la chimie d'un Lavoisier. La théorie, c'est le traité élémentaire de chimie. La vérification, ce sont ses expériences sur l'oxygène, celles de Seguin, d'un Pelletier ou d'un Magendie. Les instruments, c'est le distillateur des alchimistes apothicaires, le calorimètre, le modèle animal ou le calcul statistique. Par contre, la chimie, dès lors qu'elle s'accroche à des dogmes non contestables, comme ceux des anciens, et que son expérimentation, malgré le laboratoire et les instruments, s'arrête à la monstration et non à la vérification de la théorie, elle ne sera jamais scientifique. On voit, avec Magendie, Pasteur, Ehrlich ou Hill, que la démarche scientifique est applicable à la pharmacie, qui, comme la médecine, est une pratique, un art, reposant sur des sciences, la chimie surtout, la bactériologie et de plus en plus la biologie et la physique. Mais on voit également que parfois cette approche peut être mise de côté, comme avec la théorie homéopathique, qui relève de l'ordre du raisonnement pré-scientifique, non vérifié en l'état, depuis 1796. Sur le plan sociologique, 2 points peuvent être soulignés. Tout d'abord le pharmacien. Quand enfin il a pu émerger en tant que professionnel de santé, le statut de 1803, le collège de pharmacie, avec une pratique s'appuyant sur une technique et des sciences, la chimie, la bactériologie, sa position s'en est trouvée paradoxalement latéralisée. Il ne prépare plus dans son officine, mais revend des produits industriels standardisés. Elle s'est trouvée également diluée dans le réseau technoscientifique, industriel et hospitalier. Même si ses fonctions s'élargissent, sa visibilité est moindre, manque qu'il tente de compenser par le développement maladroit de la pharmacie clinique. Deuxième point, le médicament et les autres produits de santé prennent une place croissante et même proliférante dans le contexte de la médicalisation de nos sociétés. Cela sans que son caractère d'objet frontière et pas seulement de bien de consommation soit pris en compte, on l'a vu avec le marketing médical, et sans que les conditions d'un accès socialisé soient rendues équitables. La charité, des dames charitables ou de Renaudot, est plus que jamais présente avec l'exemple des antirétroviraux. Enfin, ce médicament apparaît bien souvent comme la panacée technique à tous nos maux, oubliant que si l'amélioration de l'état de santé des populations lui doit beaucoup, il ne lui doit pas tout, loin s'en faut. L'hygiène, le progrès social ont permis le contrôle de la tuberculose bien avant la streptomycine de 1947. Voilà, donc c'est terminé. Juste une brève bibliographie et un mode d'emploi de ce cours dans la perspective de l'examen. Merci, bon travail et à bientôt lors des SQR.